Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Secrets d'entraîneur. Cette semaine, j'ai la chance de recevoir Bruno Parietti pour un épisode un peu particulier, parce qu'on va parler de son parcours et du parcours d'un des plus grands préparateurs physiques qu'on ait pu avoir en France. Alors, il est toujours vivant, mais il n'est plus en activité car officiellement il est à la retraite, même s'il se fait sortir de sa retraite par la fédé de tennis de table pour des missions ponctuelles avec soit les frères Lebrun, soit d'autres pongistes de niveau national ou international. C'est une personne entière vraiment que j'ai adorée. On a plein de projets ensemble. Vous allez entendre parler des vidéos. On est en train de monter une banque de vidéos de plusieurs milliers d'exercices. Donc on vous en parle quand tout sera prêt, parce que je vous garantis que c'est un travail titanesque. Et il vous parle aussi d'un livre qui va sortir en édition d'ici peu. Je vous partagerai ça bien évidemment sur les réseaux sociaux. Avant de te laisser à ton épisode, laisse-moi te parler du 13, 14 et 15 mars. Tu te souviens, on a voulu lancer les rencontres de la performance au mois de novembre sur Paris. Malheureusement, ça a été reporté au mois de mars prochain. Ça se passera au Crêpes Île-de-France, donc 13, 14 et 15 mars. Tu trouveras toutes les informations dans le lien dans la bio. Salut. Bruno Parietti, bonjour. Bonjour Julien. Bienvenue dans Secret d'entraîneur. Je suis très heureux de te recevoir et honoré parce que tu es pour moi un des pères fondateurs de la prépa physique qu'on utilise aujourd'hui. Et pour ceux qui ne te connaîtraient pas en détail, qui es-tu ? Alors Bruno Parietti, retraité, 65 ans, donc j'ai un petit peu de bouteille, j'en ai vu quand même... j'ai vu quelques épisodes et quelques lascars dans toute ma carrière. Donc ex-international de tennis de table, professeur de PS, j'ai enseigné en collège, en lycée, en LEP. Reconverti après en professeur de sport. Voilà, donc je dirigeais, quand je suis arrivé sur le Crêpes de Montpellier, je dirigeais le pôle France tennis de table. En même temps, j'étais formateur en musculation sur les anciens diplômes de muscul, ce qui s'appelait à l'époque le BEA-CPC, puis après tout doucement sur les BE métiers de la forme. Donc après de formateur, je suis passé coordonnateur, donc je coordonnais et en même temps j'étais formateur sur les formations de métiers de la forme et de prépa physique. Donc pendant, faites le calcul, de 1991 à 2023. 32 ans. Voilà, 32 ans, donc 32 ans à former, à continuer aussi à jouer au tennis de table. Donc je continuais à jouer au tennis de table. Je continuais évidemment à pratiquer la muscule tous les jours, et je continue encore. Voilà, c'est une passion, et voilà, c'était un choix. J'aurais pu me diriger comme entraîneur national de tennis de table. Je le sentais pas trop. Je voulais changer, donc changer, oui, c'était en gros enseigner. J'avais enseigné jeune, et ça m'a bien plu. Bon, maintenant, je dirais que c'est quand même différent. Les motivations sont différentes. Les ambiances sont différentes, les gens sont différents, donc maintenant enseigner, c'est quand même très complexe. Qu'est-ce qui a changé d'après toi ? On n'est pas loin de dire la mentalité, les réseaux sociaux, qui ont fait du plus comme des fois pas mal de moins. Donc maintenant, enseigner en EPS, franchement, je prendrais une autre direction. Ok. Qu'est-ce qui, toi, t'a permis de te former à l'époque ? Parce que dans les années 90, il n'existait pas grand-chose. Alors, ça a commencé surtout dans les années 80. Donc, dans les années 80, j'étais sur l'INSEP. J'ai fait 10 ans d'INSEP. Donc, les entraîneurs de l'époque en tennis de table n'avaient pas de compétences, on va dire, en préparation physique. Donc, on se pétait souvent. On faisait un petit peu du grand n'importe quoi. Donc pour les anciens, on se tapait les fiches de ce qu'on appelle les fiches pichons. On avait les fiches pichons, donc on faisait de la musculation. Il paraît que la pliométrie c'était sympa, donc on se tapait de la pliométrie à volonté. Ça pétait des personnes, c'était pas grave. On faisait comme les Chinois. Il y en a plein derrière qui attendent. Donc on a continué. Et j'ai eu la chance d'avoir un prof sur mes années d'études EPS, Michel Pradet. Voilà. Michel, c'est quelque chose qui était jeune dans le métier, qui était passionné, donc qui s'est mis un petit peu à regarder la discipline ping, puis qui nous a passé un petit peu
la passion de, pas forcément de l'outil musculation, mais de tout ce qui pouvait être à côté. Donc, on sait courir, on avait une motricité qui était quand même relativement top. Nous, la muscule, en tant que pongiste, on sait que sur le haut du corps, c'est pas forcément une nécessité, c'est juste pour, je dirais, équilibrer un petit peu les masses. Le moment qu'on est solide au niveau de la zone abdominale, donc du core training et des jambes, je pense qu'on peut aller quand même loin. Et après, c'est qu'une histoire de technique. J'ai pas de main en tennis de table, je peux avoir des jambes et un corps de folie, ça sert à rien. Je serai toujours à un niveau national. Pour aller chercher l'international, la main, elle est primordiale. Donc, c'est l'habilité motrice qui prend toute sa valeur, on va dire. La main, c'est inné ou ça se travaille? Les deux. Ce qui veut dire qu'on commence très jeune. Tout ce travail de raquette, raquette-balle, œil-main, œil-pied, voilà, si on le développe très jeune, on ne peut plus performant dans le temps. On le voit là avec les frangins. Ouais, j'allais te poser la question. Les deux frangins Lebrun, ils ont bossé énormément avec leur prépa physique Jérémy Sureau sur cette coordination œil-main, œil-pied. Ils ont fait un pas de folie par rapport aux autres. Et c'est pas des monstres physiques. Sur le haut du corps, il y a pas grand-chose. Sur le bas du corps, par contre, moi, ils sont explosifs, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ils jouent au ping depuis l'âge de 2 ans et demi. Donc, ça compte aussi. Hein. Justement, ça me fait poser la question sur la spécialisation précoce. Finalement, c'est ça qui leur a permis, de ce que tu racontes, d'être performants. Ah oui. Alors que ce qu'on dit généralement maintenant, c'est l'inverse, c'est qu'il faut spécialiser le plus tard possible, presque. Là, chez nous, quoi qu'il arrive, il faut commencer vraiment très tôt. Il faut faire des heures et des heures de ping. Donc eux, avec le père qui était pongiste, le tonton qui était pongiste aussi, 2 frangins qui sont séparés de 2 ans, donc il peut y avoir en permanence des petits duels. Là, il y a des raquettes partout, il y a des balles partout. Tu fais quoi? Tu joues au ping. T'es pas là avec ton petit truc vidéo là. Voilà, t'en as pas besoin. Donc voilà, ils ont amassé des heures. Et après, voilà, c'est qu'ils avaient aussi un petit plus, des qualités. On le voit pour arriver très très tôt dans le milieu. Donc là maintenant, nous, les meilleurs au monde, arrivent très jeunes. Le numéro 1 chinois, il a 19 ans. Le japonais Harimoto est arrivé numéro 4 mondial, il avait 15 ans. Donc c'est pareil, ils ont commencé à jouer. Je sais que les Chinois, les Japonais les font jouer des fois assis sur la table, ils ont 2 ans. Voilà. Bon, il y a du plus, pareil, il y a du moins. C'est souvent les pères qui sont anciens joueurs. Donc voilà, ça facilite aussi. Et vu que c'est une discipline où tu es obligé d'avoir quand même quelqu'un en face de toi, si tu joues, tu es jeune et tu joues contre quelqu'un qui est fort, tu vas faire plus d'échanges que si tu joues entre garçons de la même génération. Donc là, tu emmagasines plus de coups. Et plus de coups, on sait que plus il y a de coups, meilleur je serai. Ok. Donc ça reste un sport individuel où on a besoin de l'autre finalement. Oui, on appelle ça, c'est quand même pour nous, il y a un duel. C'est un sport de combat sans contact. Parce que moi, les souvenirs que j'avais, c'était avec une table de ping-pong pliée en 2, justement, où je m'amusais à jouer seul contre la table parce qu'il n'y avait personne en face. Quoi. Oui, on l'a tous fait. Après, voilà, on aménage tous n'importe quoi. Dans une salle à manger, on va déménager, on met un petit truc, ça sert de filet, et on peut faire un petit duel. Où ça, c'est marrant, c'est que voilà, dans les années 75, quand on disait tu fais quoi comme sport, je fais ping-pong. Oh, les mecs, l'autre il fait ping-pong. Et là maintenant, c'est redevenu avec les frangins, c'est redevenu d'actualité. Chaque fois qu'on dit tiens, on parle de ping-pong, ah bon, tu les connais rappelez-vous, en 75, quand tu parlais de ping-pong, c'était tout le temps ah ouais, le mec qui joue au ping-pong là, ah ouais, c'est ce qu'on fait avec un verre de Ricard dans la main gauche et torse nu en été. Ouais, c'était à peu près ça, c'était l'image. Donc nous, quand on arrivait à l'INSEP avec toute cette population d'autres disciplines, franchement, c'était pas évident. Donc il a fallu qu'on en mette alors qu'on en fasse des paris aussi, hein.
On a fait des paris avec à l'époque de Jacques Secrétin, hein, donc c'était le premier, hein, où on essayait de retrouver on essayait de trouver les pingouins, comme on dit. Oh, lui, c'est un bon. Lui, il disait tout le temps, oh, moi, je joue bien au ping. Donc, déjà, il te faisait une gestuelle, tu savais qu'il n'en touchait pas une. Donc, on disait, oh, lui, c'est un client potentiel. Alors, bon, voilà ce qu'on faisait, c'est qu'on les jouait de la main opposée. On les jouait de la main opposée, puis là, on disait, moi, si tu veux, on peut parier un truc. Donc, on pariait. Hop, d'un seul coup, on finissait toujours, bon, alors on fait un petit kit tout double. Et là, d'un seul coup, on dit, ah, quelle erreur. Tu prenais ta vraie main, tu lui mettais 21-0, tu lui serrais, tu prenais ce que tu avais parié, et tu disais, à bientôt. On n'avait que ça pour montrer quand même qu'on était une discipline propre, qu'il fallait quand même des heures. Il n'y avait pas que de la technique, il y avait du physique derrière. Puis après, ils ont bien compris, quand ils nous voyaient en salle de muscul ou sur le stade, que ça demandait quand même des qualités physiques. C'était pas simplement le ping-pong du dimanche voilà, au camping. Je te rassure, moi j'ai un niveau absolument horrible en sport de raquette de manière générale. Bon. Ping-pong peut-être encore pire que le reste. C'est pour ça que si tu me fais une gestuelle, je vais te comprendre. J'ai peut-être un client potentiel. Je parierai pas. Tu parlais de coordination œil main, œil pied. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans les détails? Qu'est-ce que c'est et comment est-ce qu'on le travaille? Tout simplement, c'est qu'à chaque fois, on essaye, on part sur des exos, ou des exos qui viennent, on n'a rien inventé. Hein. Quand tu fais du jonglage, tu jongles, tu es en permanence coordination, œil-main. Hein. Si tu commences à faire du jonglage œil-main et que tu demandes de travailler en même temps sur des petits déplacements au niveau du pied, tout ceci, ça demande une coordination motrice qui va être gérée au niveau visuel. Donc, on a plein d'exos, donc j'utilise pareil plein d'exercices, des fois qui sont des exercices qu'on a tous fait pendant des années. Hein. Je sais pas, moi, je peux m'amuser à leur faire des fois du chamboule-tout. Parce que tu as déjà vu du chamboule-tout, mais du chamboule-tout, tu as des conserves ou tu as des trucs, et avec une balle, tu dois essayer de sortir les conserves, mais tu le fais simplement qu'avec un œil. Et je mélange un petit peu toutes les qualités. Je vais travailler donc avec simplement le visuel, un visuel en moins, mais avec une notion d'équilibre. C'est-à-dire que je vais être que sur un appui. Je vais être sur 2 appuis, mais sur un Swiss ball. OK ? Derrière, je vais lui demander en même temps qu'il est sur une concentration, je vais lui demander peut-être des fois du calcul mental. Donc ça, je le fais qu'avec certaines personnes. Hein. Je sais pas, avec d'autres, je sais pas, tu leur demandes 12 x 12, les mecs ils te disent, attends, 2 secondes, je vais prendre mon portable, et il va faire. Bon, voilà, c'est suivant les personnes, tu peux les rentrer. Là, on parle pendant un moment, on a vu tout le temps, pareil, les frères Lebrun, jouer aux échecs pendant les séances. Bon, voilà, ça c'est bien c'était repris, je dirais, par les réseaux, par les journalistes. Ils ont joué une fois aux échecs. Ils sont très forts aux échecs. Hein. Mais Jérémy, il s'en sert pas tout le temps. Il va pas les faire jouer tout le temps aux échecs. Hein. Il trouve d'autres solutions. Mais où, on garde tout le temps une activité neuromusculaire où il n'y a pas de dépense énergétique intéressante pour notre discipline. Pour apprendre à traiter plus d'informations en même temps. Voilà. Dans toutes les autres disciplines où j'ai des sportifs, je me sers de tous ces exos où j'essaye de les mettre un petit peu à toutes les sauces. À toutes les sauces, quand je fais une séance, je me dis tout le temps, je leur prépare une séance. Elle ne va pas durer 2 heures, parce que la personne a peut-être 2 entraînements dans sa discipline. Donc 2 heures en salle de muscul, ou 2 heures et demie, comme on peut le voir de temps en temps. Ah non, c'est injouable. Il y a les gars de la force athlétique qui sont capables de le faire. C'est leur discipline. Il n'y a que ça. Les autres disciplines, si on arrive à tourner sur 1h15, 1h30, c'est déjà très très correct. Et donc moi ce que je mets, c'est pendant les temps de récupération, je mets tout le temps des petits exos. Des petits exercices où, voilà, j'ai travaillé sur le haut du corps, je vais mettre un petit exo sur le bas du corps pour solliciter l'équilibre, pour solliciter un petit peu la motricité au niveau du pied. Je travaille sur le bas, c'est pareil, je vais travailler sur le haut avec des petits jeux de main, des petits jeux visuels, des petits jeux comme je t'ai dit, de concentration, des trucs tout cons. Des fois, c'est les petits trucs tout cons qui te permettent de progresser, hein, qui te mettent pas besoin d'aller chercher
Je dirais, plus tu investis, c'est sûr, plus tu peux avoir du matos. Les jeux de lumière, c'est sûr, c'est parfait. Bon, on les a pas attendus avant de les mettre en action. On n'avait pas de jeu de lumière, oui, on jouait avec des coupelles. Des coupelles qui arrivent dans tous les sens, tout est possible. Ok. Et comment est-ce que toi, tu as réussi à t'informer et à te former sur toutes ces méthodologies-là? Alors, déjà, de base, je suis assez curieux. Je dormais pas beaucoup, donc je lis beaucoup. Donc, ça veut dire que dans les années 80, j'ai commencé à me mettre dans tous les bouquins de muscul. Donc, j'ai été piocher un petit peu en Allemagne de l'Est, donc avec Schmidt-Bleicher, Weineck, Nesetzner. Donc après, les Polonais, les Russes, on avait Verchankowski, on a eu Zasowski, on a eu Platonov, on a eu les Italiens, l'italien avec Mano, on en a eu plein. Voilà. Donc j'ai été bouquiner tout ceci qui était petit à petit traduit. Donc la traduction, on l'a eu après vraiment en vrai, on va dire, avec Gilles Cometti, qui a repris tous les écrits sur son premier tome, Les méthodes de musculation, où il nous a tout ressorti, ce qui se faisait dans les pays, on va dire, dans les pays de l'Est. Bon, il y avait du plus, il y avait du moins. C'était dans les années 80, je ne veux pas dire, mais bon, on s'est battu pendant un petit moment. On a essayé, nous, à l'époque, on va voir, quand on s'est branché sur les DVD avec mes deux collègues, donc Olivier Morelli et Brice Jaffuel, on a dit, OK, toutes les méthodes de Schmidt-Bleicher, on va les essayer. Pas tout est faisable. On n'a pas tout essayé parce que je me rappelle, il y a une anecdote, Brice était très fort, donc il faisait un 175 en développé couché, avec une force relative importante, parce qu'il faisait 76 kg de poids de corps en gros. Il disait, Schmidt-Bleicher, il a annoncé, puis même Gilles Cometti, on peut aller chercher l'excentrique entre 120 et 150%. Alors nous, on va lui montrer que c'est possible. Alors j'ai chargé la barre. En développé couché, je la charge. Je lui dis, allez, aujourd'hui, soyons fous. On est 3 par heure, parce qu'il fallait quand même 3 par heure. On était sur une barre qui était quand même de l'ordre, j'avais mis 260, qui correspondait à un 140, un petit 140%. Il l'a regardé, je réfléchis. Il a réfléchi pendant un petit moment, il a dit, aucune chance, il ne voulait pas y aller. Il savait très bien que, quoi qu'il arrive, c'était injouable, même si on avait les pareurs. Toutes ces articulations sur un petit gabarit, comme lui, à 75 kg, 260, le poignet, il allait tenir moyennement. Le coude, on ne sait pas trop. Là, la scapulo, je pense qu'on allait le perdre. Donc là, il passait dans l'autre fédération. Donc, on a dit, OK, on laisse tomber déjà le 150%. Déjà, le 120%, c'est déjà ouf. Là, c'était quand même nous, en tant que pareur, on transpirait, on disait surtout qu'on soit hyper présent, parce que c'est pas comme quand tu lâches la barre à 100 kg. Aussitôt que tu as 200 kg, tu la lâches. Si nous, on la lâche pas au même moment, les pareurs, c'est fini. Ouais. Tu vas prendre une telle pétée sur l'épaule que tu as tout embarqué. Donc, ces méthodes-là, je dirais qu'on les a toutes essayées. Ou pas. Bon, voilà, c'était les méthodes qu'on est revenu pendant des années dessus, donc 120% en excentrique. Maintenant, on a même Mompa qui nous avait sorti 170%. Mais tu te dis, c'est pas possible, les gars. Vous avez déjà mis les pieds, là, en salle de muscu, vous êtes déjà sous une barre. Tu fais du squat, mais quand tu commences à faire du squat, tu es à 250 kilos. Si tu pèses 80 kilos, faut la sortir du rack. Faut la tenir. Et derrière, faut faire les petits pas. Tu vas faire quoi? On appuie unipodal à tout moment. Nous, on en a vu. Certains qui se sont pétés. Ils faisaient du squat à 2,50, 2,60. Ils avaient des bassins de 36 ou de 38. Donc, je te dis pas, quand tu as un bassin de 36 ou de 38, ce que tu peux avoir comme masse musculaire au niveau des lombaires. Il n'y a pas grand-chose pour le tenir. Et quand tu commences à faire un petit peu changement pour aller vers l'arrière en appui unipodal, il y a un risque. Merci d'être venu, plus de carrière. Ouais. Voilà, donc après, c'était donc toute cette période de lecture. Après, c'est pareil, tout le Cometti, j'ai lu et relu toutes les œuvres de Gilles Cometti.
c'était très bien. C'était le premier à recentrer tout ce qui se faisait en musculation en partant des pays de l'Est. Après, les tomes suivants, je ne sais pas si tu es judoka, si tu avais essayé les méthodes qu'ils proposaient pour un judoka, qui étaient des méthodes bien spécifiques. Ben, moi, je les proposais. À chaque fois que je proposais, des fois, ils me disaient « Mais aujourd'hui, Bruno, t'es complètement barge. C'est impossible à faire, ce truc-là. » Donc, il y avait du plus, il y avait du moins. Mais il faut reconnaître que c'est lui, quand même, qui a amorcé la dynamique. A amorcé un petit peu la pompe en France sur l'outil muscule. Voilà. Et après, ben voilà, donc après un petit peu autodidacte, hein, à savoir que en étant formateur, coordonnateur, j'ai voulu faire venir à chaque fois des personnes qui étaient riches et vraiment très compétentes dans le milieu. Donc j'ai eu pas mal de personnes. Hein, j'ai eu Pascal Prévost. Ouais. J'ai fait venir de la Bible de la prépa physique. Hein. Il était on ne peut plus intéressant. C'était un des premiers, pareil, avec son site Sciences Sport, qui était pareil. Là, c'était une mine de ressources. Donc voilà. Bon, après sur le terrain, Pascal, c'était pas forcément un spécialiste du terrain. C'est un docteur en physiologie qui était bien, vraiment très poussé dessus, qui parle couramment anglais, donc ça veut dire qu'il a fait toutes les traductions. Et lui, il nous a amené un petit peu toutes les ressources d'Amérique, entre Amérique, Canada. Donc là, pareil, il est venu, on échangeait la plupart du temps. Donc quand je faisais venir ces personnes logeaient à la maison. Donc ça permettait de nouer quand même des contacts. Et après, pas mal de personnes, c'était même plus des contacts, c'était ce qu'on appelle c'était des amis. Donc on venait. Je suis un petit peu, je dirais, un peu épicurien, donc j'aime bien cuisiner, j'aime bien manger, j'aime bien boire, du bon vin. Donc voilà, ça lie un petit peu tout ceci. Et après, voilà, j'ai eu Pascal Prévost. Après, j'ai eu mon ami regretté Marc Vouillot, dans le domaine de la musculation. C'était quand même, je dirais, le personnage. Donc là, on pouvait passer presque des nuits à parler muscles avec anecdotes dans tous les sens. Bon, je dirais qu'on s'oubliait pas non plus, donc on ouvrait quand même quelques bonnes bouteilles. Marc, il aimait ça aussi. Hein. C'était pas simplement, il n'était pas bodybuilder, hein. Il était force athlétique. Donc bon, voilà. Après, j'ai eu aussi Emmanuel Lejarre. Alors là, on n'en parle même pas, c'était une autre dimension, tellement voilà, il était compétent, il était même trop compétent parce des fois, il n'arrivait pas à se mettre à notre niveau. Voilà. Heureusement, on avait Marc qui l'avait entraîné, donc c'était des grandes soirées, donc qui nous faisait des fois les traductions, parce que Manuel, on n'a rien compris, encore une fois. Non, mais c'était... voilà, donc Emmanuel Lejarre, pareil. J'ai essayé de l'inviter, mais il ne me répond jamais. Ah, c'est logique. C'est un personnage. C'est à connaître. Hein. Mais au début, j'ai cru que c'était le professeur Tournesol, moi. J'ai débarqué, il me sortait des trucs. J'ai dit, je peux redescendre, excuse-moi, en gros, à mon niveau, parce que là t'as l'impression que c'était le bac, il avait le bac plus 25. Hein, mais dans des champs totalement différents. Hein, mais vraiment très intéressant. Donc, bon, voilà. Après, j'ai eu Fred Roualen, voilà, que tu connais, qui est venu quand même très souvent, qui lui, pareil, issu du judo, mais qui s'est diversifié sur pas mal de disciplines. Voilà, toutes ces personnes, c'est pareil, ils sont un peu comme moi. C'est l'humain, la passion. Voilà, on va pas regarder notre temps, on va faire parce qu'on se sent bien avec la personne. Voilà, donc après, ça crée, on va dire, ça crée des liens, il y a des échanges. C'est comme ça qu'on avançait petit à petit. Donc, nous, on faisait tout le temps la méthode, ce que j'appelle Michel Pradet, c'était toujours essai-erreur, en essayant de minimiser au maximum le côté erreur. Donc, on va essayer, on verra ce que ça peut donner. Ça marche, on remet une petite couche. Ça marche pas, on redescend en dessous. Et petit à petit, voilà, ça pouvait avancer. Hein. Pour ça que, bon, là, de nos jours, on est pas mal aussi en distanciel. Ouais. Et le distanciel, tu n'es pas présent. Donc, quand tu fais tes séances ou que tu les proposes, tu tapes toujours un petit peu en dessous.
Parce que si tu tapes au-dessus, tu n'es pas là, tu sais pas, et tu vois pas la personne. Si la personne, compte fait, elle est fatiguée, il y a des signes que tu peux voir si tu es vraiment en face à face, que là, tu ne les vois pas. Donc, si tu as prévu ce truc-là, compte fait, elle n'est pas dans le bon état, il peut y avoir blessure. S'il n'y a pas de blessure, il peut y avoir, évidemment, état de fatigue. Et donc, derrière, je vais descendre un petit peu plus bas. Donc, moi, ce que je demande aussi quand je fais des séances en distanciel, je travaille avec des individus et non pas avec des équipes. À mon grand regret, comme je t'avais dit au début, j'aurais bien voulu être prépa d'une équipe de rugby. Ça m'aurait plu, ça. Mais bon, c'était impossible, sachant que j'ai été compétiteur jusqu'à l'âge de 50 ans et que j'étais pris presque tous les week-ends. Donc, des individualités, là, il n'y avait pas de souci. Et donc, avec l'individualité, en distanciel, tu demandes à ce qu'ils t'envoient en permanence les visios. Donc, petite vidéo pour voir un petit peu comment il est. Tu es en permanence aussi en contact téléphonique. Donc, comment ça va? T'es bien? Tac, tac. Ça prend énormément de temps. Je dirais que c'est le point positif de la visio. Parce qu'autrement, les autres visios, je peux vous dire que là, c'est terminé. C'est le bonheur d'être à la retraite. C'est que tu n'as plus de visio de boulot, tu vois. La vraie visio de boulot, où tu es 50, il y en a un qui parle, 48 qui font autre chose. Ouais. Donc moi, je me suis retrouvé dans une anecdote aussi dans pas mal de réunions. J'étais dans mon bureau et tu avais les gars qui me disaient « Putain, c'est marrant, il doit faire chaud dans ton bureau, là. Putain, tu transpires. » Ouais, j'avais la caméra qui était ici, j'en pouvais plus. Et là, ici, je faisais les bras. Je me suis dit « Tiens, je n'aurais pas perdu mon temps. » Où je pouvais faire des petits mouvements. Là, quand t'es 50, je vais pas dire, mais c'est le mal peut-être du siècle. T'es 50, il y en a un qui parle, il y en a peut-être 48 qui sont pas du tout intéressés, ou alors qui font, tu mets toujours un petit coup de tête, faire ah oui, de temps en temps, oui, ça passe, mais bon, est-ce qu'on avance vraiment? Franchement, j'ai pas l'impression. Je suis d'accord. Moi, j'évite au maximum avec mes équipes, parce que ça fait chier tout le monde, en fait. Et justement, l'entraînement en distanciel, tu en as fait un petit peu ou pas du tout, toi? Ou tu en fais encore? En tant que... En prépa? En tant qu'athlète? Non, pas en tant qu'athlète. À mon niveau, non. À mon époque, non. Oui, j'en fais. Ouais. J'en fais, je me sers. Donc, faut se rappeler qu'avec mes deux collègues, là, Brice et Olivier, on était un petit peu novateurs à l'époque. Donc, on a lancé des DVD pédagogiques où on a essayé de montrer, c'était un peu l'Instagram des années 2000, donc un stock d'exercices en vidéo. Je dois en avoir à la maison à peu près 12 000. J'ai 12 000 vidéos d'exercices divers avec des orientations diverses suivant les qualités physiques, suivant les disciplines sportives, ce qui me permet d'envoyer en même temps, donc en distanciel, l'exo, parce qu'à chaque fois, pourquoi on s'était mis à faire ceci, c'est qu'on ne trouvait jamais les exos qui étaient ce qu'on voulait mettre dedans. Donc c'était toujours du basique. Nous, on voulait des exos qui soient un petit peu plus orientés. Donc on s'est dit, on va se créer notre propre base de données à base de vidéos. Je les ai toujours. Il y en a certaines, elles ne sont pas obsolètes, mais elles sont en format AVI. Donc maintenant, si tu mets de l'AVI sur Instagram, ils vont tout de suite voir qu'ils ont affaire à une momie. Tu vois. Donc, est-ce que c'est gênant? Pour moi, non, parce que l'exercice est toujours là, toujours propre. Mais je dirais, la jeunesse, elle a peut-être plus envie de voir une formule en haute définition avec du ukulélé qui arrive en musique. Faut vivre un petit peu avec son temps. Ouais. Si quelqu'un veut retrouver ces vidéos, il peut les retrouver où? Est-ce qu'elles sont encore vendues? Est-ce qu'elles sont accessibles quelque part? Alors, non, c'est... On avait arrêté, donc on avait fait elles étaient vendues, il y avait des vidéos, donc des DVD. C'est pareil, le DVD ne se vend plus. Donc tu peux toujours en acheter un, ça coûte 30 balles, comme je dis tout le temps. Tu investis 30 €, tu peux voir le DVD. Ça te donne, dans ces DVD, à chaque fois, on donnait du style 1000 exercices avec un Swiss Ball. Tu as 1000 exos, on a essayé de les cogiter à chaque fois. Sur du Monsieur Tout-le-Monde, à chaque fois, les DVD ont été faits en disant... On va montrer pour Monsieur Tout-le-Monde et on va montrer pour les disciplines sportives. Alors,
À chaque fois, on avait à peu près une quinzaine de disciplines. Tout dépendait des sportifs de haut niveau que l'on fréquentait, on va dire, à l'époque. Donc, à chaque fois, toutes nos vidéos ont été faites par des sportifs de haut niveau. Donc, nous, on apportait une petite touche, puis eux, derrière, ils rajoutaient. Et donc, quand tu fais les deux en même temps, bah, ça te met quand même une masse de données hyper importante. Donc, non, on les retrouve... ils sont plus en vente, on va dire. Comment tu en es arrivé à 12 000 exercices? Parce que ça paraît quand même énorme comme nombre. Non, c'est pas forcément énorme parce que quand on commence à dire, bah oui, on a l'outil musculation, ben, on va avoir l'outil donc athlé, donc rien qu'avec les gammes athlétiques, on va avoir l'outil haltérophilie, on va avoir tous les exercices d'équilibre, tous les exercices de coordination, les exercices de gainage, les exercices d'étirement, les exercices divers pour monsieur tout le monde, d'accord? Donc dans monsieur tout le monde, il va y avoir les enfants, les adolescents, je dirais la population de 30-40 ans, plus derrière, mais les seniors. Tu rajoutes dessus des disciplines sportives, tu mélanges le tout avec du petit matériel, ça en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on a sorti un DVD Swiss Ball, mais on en a un sur le Bosu, on en a un sur le Medicine Ball. On a sorti donc les méthodes de musculation, on a sorti aussi tout ce qui était donc travail sur les gammes athlétiques. Les gammes athlétiques, pareil, j'ai eu la chance de bosser avec Jean-Yves Cochon, qui était entraîneur national du décathlon, qui est devenu mon ami. Bah, voilà, c'était une richesse au niveau des échanges. Donc même à l'époque, bah, moi j'envoyais mes pongistes avec Jean-Yves, et Jean-Yves m'envoyait ses décathloniens pour jouer au ping. Et il s'apercevait que, bah ouais, tu comptes faire... Les gars, le lendemain, ils disaient « Merci Bruno, toi. Merci Bruno ». Ils étaient exposés au niveau des fessiers et des ischios. Parce que la discipline était totalement différente. Hein. Donc, pareil, le mode de contraction, même sur tout ce qui était cardiovasculaire, on les faisait travailler au panier de balle. On s'apercevait que, vu qu'ils avaient une dépense énergétique qui était vraiment très haute par rapport à la discipline, c'est-à-dire qu'eux, ils engageaient tout le poids du corps, ça montait très très vite dans les tours. Et donc les gars, on leur mettait des polars. Alors, on disait, c'est pas possible, ils sont à 205 pulses. T'imagines, tu joues au ping et t'es à 205 pulses. Ah ouais. Et tu as des courbatures, et tu as explosé des fessiers et des ischios. Et c'était du ping-pong, mon Toto, tu vois. Il va falloir m'expliquer comment. Hein. Ouais. Donc ouais, c'était assez marrant. Ok. Comment tu en es venu à rencontrer Olivier et Brice? Alors, Olivier et Brice, ça date des débuts des années 2000. Ils ont été élèves. Donc, ils sont venus sur la formation préparation physique au Crêpes de Montpellier, que je dirigeais. Et voilà, c'était très simple. Ils étaient élèves. Ils sont ressortis, on va dire, majors de la promotion, parce que ils étaient totalement investis. Ils avaient déjà énormément de compétences. Et petit à petit, voilà, on est devenus potes. On s'est dit, voilà, comment on pourrait faire. Donc, on est tombé dans ce trip de DVD. Allez, on y va, ça part. Après, ils étaient élèves. Je les ai fait intervenir. Ils sont devenus donc formateurs en musculation et en prépa physique. Puis après, ils ont fait leur chemin. Voilà, quand on voit Olivier, c'est pareil. C'est très, très fort. Donc... il est parti, il a un acumèse, il a un master 2, il a un doctorat en physiologie, il est prépa physique de l'équipe de France de hand, mais il a tripoté un petit peu dans toutes les disciplines, il est intéressé par tout, c'est pas encore la même génération que moi, donc c'est-à-dire que lui, l'ordinateur, c'est un pro, ouais. Il aime ça, il aime bien tout ce qui est nouvelle technologie. Moi, comme dit à chaque fois, je suis encore avec un crayon gomme puis un 4 couleurs. Ça me sert aussi, hein, le 4 couleurs. Quand j'envoie en distanciel, je fais je prends du plaisir. Et Brice, c'est pareil, il a fait son petit bonhomme de chemin. Voilà, c'était des passionnés. Des passionnés, voilà, on est arrivé où on a fait
ces DVD, au bout d'un moment, la caméra, je ne pouvais plus la voir. Parce que ça m'a pris 10 ans de ma vie où c'était vraiment très, très prenant. Au grand, même, je dirais, ma femme n'en pouvait plus non plus, hein, parce que je passais énormément de temps derrière mon écran à enregistrer toutes ces vidéos et à essayer d'en faire quelque chose qui soit, on va dire, plausible et regardable. Et après, je me suis dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas un bouquin? Donc, on est parti dans le trip de l'écriture. Donc, pareil, l'écriture, on ne voulait pas la faire seule. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de bosser avec des potes. Donc, je me suis dit, le premier, ça sera avec Marc Bouillot, avec Olivier Morelli. On s'est lancé, on a fait un petit topo sur l'haltérophilie au service de la prépa physique. Oh, ok, bon, c'est réglé. Le deuxième, je vais le faire, il faut que ça soit d'autres. Donc, je l'ai fait avec Michel Pradet et Brice Jaffuel sur le powerband. Le powerband, voilà, ce qui est maintenant d'actualité, tout le monde se sert d'un powerband. C'est devenu totalement accessible, je dirais, au niveau financier. On peut l'embarquer n'importe où. C'est sûr qu'on ne va pas avoir à développer un niveau de force qui va être vraiment très élevé, mais on peut développer plein de qualités avec ce petit outil. Le troisième, on s'est dit, tiens, allez, on aime bien le gainage, on envoie le gainage et on a fait un petit trio, Pradet, Morelli, Parietti. Qu'est-ce qui me manque? J'ai dit, tiens, les gammes athlétiques, ça peut être sympa parce que j'ai envie de faire un livre avec mon pote Cochon. C'est parti. On a fait les gammes athlétiques, on a remis Cochon, Morelli, Parietti. Voilà, puis ça a fait 4 ouvrages. On est comme les DVD. Je pense qu'on est hyper fort, entre guillemets, je vais pas... faut arrêter les conneries aussi. On est hyper fort pour les faire. Mais par contre, pour les vendre, bon, c'est vrai qu'on a été... Chacun son boulot. On n'est pas bon. C'était avec Amphora. On en a fait 3. Il y a eu 3 livres avec Amphora. Un livre avec 4 traîneurs. Ouais. Voilà, donc non, même nous sur les DVD, on n'a jamais été bon. Donc même le Krebs, bon, j'ai monté les DVD au début. Je me rappelle de mon directeur qui me disait, alors ça marche bien tes cassettes? Ces cassettes, on est passé déjà que c'est des DVD. Non, c'est fini l'époque des cassettes, tu vois, où on était encore. Non, c'est sûr que si tu partais de ce principe, on était mal barré pour les vendre. C'est clair. Et le dernier, malheureusement, donc on a écrit un ouvrage avec Marc Bouillot, qui est un ouvrage on ne peut plus conséquent. On a passé un temps de folie et il n'y avait pas que Marc, j'ai été chercher des anecdotes un petit peu partout. Donc il y avait Olivier qui m'a fait des petits trucs. J'ai Fred Marcero qui m'avait mis un petit topo. J'ai Jérémy Mial. J'avais sur la force athlétique David Carrette. Bon, il y avait tout un mélange. Donc c'est quand même un bouquin qui faisait 700 pages. J'avais 1200 photos. À première vue, le livre pédagogique en musculation ne se vend plus. Donc notre éditeur, je ne vais pas le citer, a décidé donc de ne pas l'éditer. C'était quand même une demande qui avait été faite et qui était en accord avec lui avant le Covid. Ouais. Donc il y a eu le Covid, c'est vrai, la crise du papier, ainsi de suite. Bon voilà, parce que ça me désole un peu parce que j'ai mis tout mon cœur dedans, puis je voulais vraiment le sortir, cet ouvrage, parce que Marc Bouillot est décédé. C'était vraiment un hommage à Marc. Donc voilà, ça, on en revient toujours pareil. Je le fais pas pour gagner de l'argent. Je le faisais simplement c'est le cœur qui parlait. Bon voilà, il sort pas. Si un jour j'arrive à trouver un éditeur, tout est fait. Donc je peux même lancer un petit appel. Ouais. Tout est fait. Donc le livre, il est sur 700 pages. Il y a tous les. On a essayé de voir un petit peu tous les grands champs d'action de la musculation. C'est-à-dire qu'on va avoir un champ d'action sur les sports de force. Bon, les sports de force, ça va de l'haltérophilie, ça va de la force athlétique, mais ça va aussi du strongman. Voilà, il y en a tout un paquet. On a l'outil, on avait détaillé l'outil matériel, l'outil méthodologie, tout l'outil pathologie. Il y avait un gros chapitre sur le gainage, gros chapitre sur la mobilité, sur les étirements.
un truc qui tenait à la route avec pas mal de petites anecdotes. Voilà, Marc, une petite anecdote, il était parti dans les années 80 s'entraîner. Un gars qui était un petit peu partout pour voir comment ça se passait. Donc c'est un force athlétique. Hein. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est un petit mètre 70 qui faisait un quintal. Je dis bien propre. Hein. Donc il a été s'entraîner au Gold Gym, donc aux États-Unis, avec le fameux Tom Platz. Tom Platz, à l'époque, était réputé, c'était les plus grosses cuisses dans le bodybuilding. Lui, c'était 107 kilos. Et je pense que oui, 107 kilos, il avait la trousse à pharmacie qui le suivait quand même en permanence, sur un petit mètre 65. Et il nous racontait qu'il avait fait une séance de cuisses avec lui. Et Marc était quand même un spécialiste force athlétique, donc il avait un max à 2,90 ou presque 300 sur le squat. Ils s'entraînaient avec donc Tom Platz, ils ont fait la séance sur le bouquin, on a reproduit un petit peu toutes les séries. Bon, c'était un truc de dingue, hein, ça s'est fini. Tom Platz à 100 kilos, il faisait encore 80 ou 90 reps, mais ils avaient fait un truc. Et Marc, il disait, mais donc pendant une semaine, il dit donc, je ne pouvais plus marcher, et 2, j'avais l'impression que j'étais à l'état de reptation. Il me dit, le gars, il enchaînait les séries, donc il doublait tout ce que je faisais, il le doublait. Hein. Et presque à la limite, il prenait moins de temps de récupération. Donc voilà, il a voulu essayer un petit peu d'aller chercher, donc aussi bien aux États-Unis qu'au Canada, que dans les pays de l'Est, voir comment ça se passait pour essayer de progresser. Lui, c'était quand même un compétiteur qui est passé de compétiteur à entraîneur. Et après, comme il dit, il s'est retrouvé aussi dans sa discipline confronté un petit peu à la seringue, hein, donc au dopage. Donc ça lui a moins plu. Et petit à petit, il a dit, ok. Hein. On en a un paquet, hein, des gars dans le milieu de la muscu qui ont été entraînés par Marc. Hein. Ça part de Fred Delavier, hein, de Mompo. Fred Mompo aussi, c'était un élève de Christophe Pourcelot. Voilà, ça c'est des personnes qui ont été soit élèves en tant que futurs profs, soit, on va dire, entraînés. Je vois, les livres de Fred et de Christophe sont très très bien d'ailleurs. Ils sont assez utiles. Comment est-ce que toi tu périodisais tes entraînements ou comment tu les périodises? Est-ce que c'est quelque chose de très fixe? Tu as des méthodes fixes? Ou est-ce que tu vas vraiment adapter en fonction de chaque sportif que tu as en face de toi? Ouais, alors j'adapte en permanence. Voilà. J'adapte en permanence, vu que je suis avec mes sportifs quand même très souvent. Je peux changer un petit peu la séance, suivant, quand j'arrive, je vois un petit peu l'ensemble, on va dire, l'état des troupes. J'ai toujours une idée en tête, et cette idée, je vais la moduler petit à petit, suivant comment ça réagit. Si je vois tout de suite que ça commençait ce que j'appelle un petit peu dans le saut, j'en mets moins. Je vais compenser par d'autres exercices qui vont être moins énergivores, qui vont être peut-être un petit peu plus dans la technique. C'est pas grave. Il faut se rappeler quand même que, mis à part la force athlétique, on n'a pas une discipline où on recherche normalement à aller au max. Je suis judoka, je dirais, mais je dois m'en foutre de faire 180 en développé couché. Ce que je veux, c'est peut-être en faire moins, mais avoir un petit peu plus de capacité à prendre toute cette énergie pour la transformer en puissance. C'est pareil en rugby. Les mecs en rugby à une époque disaient, moi, combien tu fais? Les gars, ils parlaient que comme ça. Combien tu fais en coucher? 160. Ah oui, 160, t'en sers quand du 160, toi? Mis à part, je dirais, pour aller à la piscine, ça sert pour aller à la piscine, pour aller à la plage. Et là, c'est bien pour la piscine. Mais bon, sur le terrain, on n'a pas trop de rugbyman qui sont devenus vraiment des monstres physiques secs. Ouais. Les gars, ils ont un peu de gras, et c'est normal, ce qui permet aussi d'amortir. Tu veux pas de gras, il n'y a pas de souci. Hein. On peut, et on sait comment on peut faire pour ne pas avoir de gras, avoir que du muscle. Mais c'est pas le but du jeu. Il y a de plus en plus de contrôle. Ouais. Dans toute discipline. Hein. Ce matin, encore, là, il y a le père Lebrun qui a envoyé, qui disait, putain, ils sont revenus encore faire un petit contrôle à Alex.
Alexis Lebrun, comme d'hab, à 6 heures du mat, eux, ils sont contrôlés, j'ai l'impression, tous les mois, tous les 2 mois. C'est incroyable. Ça dépend vraiment des disciplines. Et on sait, c'est que dans le tennis de table, il peut y avoir des cas de dopage. À savoir que certains produits vont pouvoir te permettre, au lieu de jouer 5 heures, tu vas pouvoir jouer 7 heures à haute intensité. Du dopage à l'entraînement, Voilà. plus qu'en compète. Le lendemain, tu te lèves, tu n'as pas de courbature, tu peux en remettre. Donc, ça veut dire que du volume, tu vas pouvoir en emmagasiner. Nous, on est quand même contrôlé. Et après, faudrait vraiment faire un cocktail, se pencher vraiment dedans avec des spécialistes pour faire un cocktail, pour se dire, attention, le gars, il va pouvoir prendre ça, mais est-ce qu'il ne va pas perdre au niveau de la concentration? Est-ce qu'il ne va pas perdre au niveau de la finesse, au niveau de la main, au niveau du travail de pied? On a la même chose en judo. C'était un grand moment aussi de ma carrière. J'étais contrôlé plusieurs fois. Bon, il y a une fois, c'était même redoutable. Voilà, je t'explique rapidement. Je venais juste de perdre, à l'époque c'était encore les 7 en 19, je venais de perdre 21-19 à la belle et je vois quelqu'un qui arrive. Je suis un peu ce que j'appelle un sanguin. Donc le mec qui se présente, j'écoute même pas. Je lui dis, tu sais quoi, c'est ce que tu fais là. Tu vas t'asseoir là, puis tu reviendras tout à l'heure. Bon, ça lui a pas plu. C'était donc le docteur qui venait de me dire. Il revient. Je lui dis, mais je te l'ai dit une fois. Je lui dis, si tu veux, moi je te prends, puis je vais t'asseoir. Alors là, il revient avec sa carte et il était missionné par Jeunesse et Sport, contrôle, vous avez été tir au sang. Il dit, tir au sang, point. Contrôle antidopage. Oh, putain, à 50 ans, je vais aller, on y va. Bon, j'ai mis un temps de fou avant d'uriner. Donc, ce qui nous a permis quand même, on était parti sur une base qui n'était pas terrible. Et ça, c'est fini. Il était 3 heures du matin. On était dans un bar de nuit. Et là, on était vraiment positif. Et on s'est raconté des anecdotes. Et voilà, c'était la dernière fois que j'ai pissé dans le bocal. Bon, c'était quand même fodard. Je disais, non, c'est bon, je suis naturel. Donc, à la limite, je vais être contrôlé, mais ça va être du Saint-Émilion de 2012. Au pire. J'avais une question, bien évidemment, je l'ai perdue. J'en perds toujours une par émission, c'est pas grave. Justement, on va continuer sur le dopage. Est-ce qu'en France, de ton expérience, il y a beaucoup d'athlètes dopés? Ça va dépendre des disciplines. Il y a des disciplines, on ne va pas revenir, disciplines physiologiques. Qui sont en avance sur le système. Donc, je ne sais pas si on recherche des anabos, ça fait... Il n'y a que les cons qui se font choper sur les anabos. C'est fini. Ils ont trouvé une autre molécule. Donc, que ça soit dans le milieu, on ne va pas citer les disciplines, mais bon, on sait très bien que ça va être le cyclisme, ça va être le body, ça va être les sports de combat, c'est-à-dire que le MMA. Ça reste du sport spectacle, donc il y en a. On ne sait pas trop. On sait, moi, des sportifs, j'en ai eu quelques-uns qui étaient dans les formations, pas en tant qu'athlète, qui étaient venus sur les formations de préparation physique, qui nous ont raconté, sur certains sports de haut niveau, c'est en gros, si tu baissais pas la culotte, c'est fini. On disait merci, tu rentres chez toi. Nous, il y a eu, pareil, il y a une période où le professeur Préfaut de Montpellier avait fait donc toute une étude, voulait faire une étude sur le PO. Donc on a eu des athlètes qui ont suivi son protocole, donc tu sais pas trop s'il t'en avait mis beaucoup, il t'en avait pas mis, ou il t'avait chargé, en gros il t'avait chargé la mule. Et moi j'avais donc une élève qui était une triathlète. Normalement, il ne devait pas courir, il n'y a pas de souci. Elle disait, moi, c'est persuadé. Là, ils m'ont mis vraiment la dose. Parce qu'elle faisait tout ce qu'on pouvait faire de la journée. Elle suivait les cours de fitness, on lui faisait faire de la musculation. Elle faisait son entraînement le soir de triathlon, mais elle en avait encore besoin. Elle doublait son entraînement. Le lendemain, elle arrivait, elle remettait le couvert en permanence. Elle disait, je ne sais pas ce qu'ils m'ont mis à l'intérieur de mon corps, mais tout ce que je faisais, je suis capable de le faire 2 fois. Je me levais le matin, et en fait, il n'y avait rien. En pleine bourre. Et si, je pense qu'elle était vraiment... Elle avait été vraiment chargée. C'est des profs de physio dans la région lyonnaise aussi qui avaient testé, je crois, autour de Lyon ou Saint-Etienne, je ne sais plus, qui avaient fait un protocole. Ils étaient 3 et ils avaient
pris 40%, alors qu'ils étaient déjà à très haut niveau en triathlon. C'était en trail ou en triathlon, je sais plus. C'était à très bon niveau. Et en fait, en 2 mois, ils ont gagné plus qu'en 3 ans d'entraînement, quoi. C'était hallucinant. J'ai plus les chiffres exacts, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'était hallucinant. Mais bon, voilà, c'est le dopage, on recherche ce qu'on a envie de rechercher. Hein. Complètement. Tu vas rechercher les anaboses, tu vas pas rechercher forcément l'hormone de croissance. Et le gars, il est passé à l'hormone de croissance. Et il prend ça comme nous, on bouffe des Smarties. Je mange pas beaucoup de Smarties. Ouais, c'est les Smarties, je sais même plus si ça se vend encore. C'est une expression. Oui, je pense. Quand tu fais la préparation physique, pour toi, c'est quoi la préparation physique? Alors, la préparation physique, elle est toujours sur 2 orientations. Ce que je veux déjà, c'est que la personne ne soit pas pétée. Donc, j'ai vraiment la grosse orientation prévention. Et après, s'il vient me voir, c'est qu'il veut optimiser. Il veut progresser. Si il vient me voir simplement pour que je fasse un maintien des acquis, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc, je vais tout le temps bidouiller sur tous ces paramètres. C'est-à-dire que dans toutes mes séances, je mettrai toujours un petit peu de préventif. Il y aura le préventif qui va être de base, plus derrière, l'optimisation, mais l'optimisation suivant la discipline, suivant surtout la personne, puis suivant les objectifs qu'on a fixés. Donc, il y a des périodes où, à la force max, on va pas la toucher. Et peut-être qu'elle n'est pas nécessaire dans certaines disciplines, ou elle va être nécessaire que sur quelques séances. Mais si je fais quelques séances de force max, il faut qu'avant, il y ait eu du boulot de fait. Je ne vais pas tout de suite passer quelqu'un en force max. Donc, on va monter tout doucement la baraque pour arriver vers l'objectif qu'on s'est fixé. Ok, je comprends. Mais je garde tout le temps prévention, optimisation. Des fois, ils n'arrivent pas trop à comprendre des fois l'intérêt de faire un semblant de travail proprioceptif sur la scapulo-humérale. Il dit, tiens, je sens pas grand-chose. Ah ouais, mon petit père, tes petits muscles qui sont derrière la coiffe de rotateur, on n'a jamais dit que c'était ceci. Hein. C'est petit, c'est minime, on le sent pas trop. Tu ne le fais pas, peut-être que ton épaule, quand elle va être embarquée une fois, elle sera peut-être contente d'avoir un petit rappel. Tiens, dans cette position-là, ça évitera peut-être la blessure. C'est toujours un petit peu délicat de faire passer ce message, mais après, quand il est passé, ça devient une routine. Ça devient une routine comme les étirements ou maintenant la fameuse mobilité. Qui ne fait pas de rouleau avant une séance de muscule? Tout le monde arrive, c'est la première chose. Tout le monde avec son rouleau, tout le monde fait de la mobilité. La mobilité, d'accord. Le rouleau, est-ce que ça a été confirmé vraiment par des études scientifiques sur du haut niveau? On le saura peut-être à long terme. C'est comme dans tout. Hein. On a eu la période, vous vous rappelez qu'on a eu la période d'électrostimulation. Hein. Qui continue encore. Hein. Ouais, l'électrostimulation, je ne veux pas dire, mais avec, avec le temps, ça a commencé à s'ouvrir, à dire oui, mais on en a quand même pété pas mal. Oui, on en a pété pas mal. Les gars se baladaient souvent torse nu parce qu'ils étaient avec les électrodes. On faisait un protocole de pré-fatigue en électrostimulation pour derrière enchaîner sur le mouvement propre de muscles. Ok, mais on zappait quand même le système nerveux. Donc, moyen. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même, moi dans la salle de muscu, j'en ai vu un paquet qui tiens, mais ils sont passés où? Ah, l'épaule a lâché. Ah, oui, l'épaule a lâché. C'était en permanence sous électrostimulation. Et après, on a su comment ça se passait aussi. Hein, ceux qui annonçaient l'électrostimulation, ils étaient un petit peu dans le système commercial. Donc, tu ne vas pas dire que c'est un produit qui ne sert à rien, sachant que tu prends peut-être 20 ou 30% dessus. Bien sûr. Donc, tu vas vendre ton truc. C'est du top niveau. Hein. Puis là, vous allez voir, le système au niveau de l'hypertrophie, ça va gonfler dans tous les sens. Hein. C'était encore, on rappelle l'ancienne pub que tout le monde se rappelle, c'était la fameuse Love Amour, là, qui est en train de repasser avec 2 électrodes sur les fessiers. Il disait, regardez, c'est hyper efficace. Et elle avait des fessiers de folie, mais elle n'a pas attendu l'électrostimulation. Hein. Là, il n'y avait rien. Hein. Et quand toi, tu l'as essayé, tu savais que pour que ça soit vraiment... On a la confirmation en récupération, en réathlétisation. Ça va être intéressant. Après, sur le développement propre des qualités, c'est quand même moyen. Il faut monter au niveau des hertz. Quand tu commences à monter... Ça chatouille.
nous, on l'essayait. Hein. Moi, je me mettais carrément des serviettes. Là, il faut que j'essaye. Elle était ici, attention, elle arrive. Et t'étais scotché. Bon, c'était... C'était l'époque où il fallait essayer. Donc, comme je t'ai dit, moi, j'aime bien, je suis curieux. Donc, j'ai été essayer. Comme à l'époque, quand ils ont sorti le logiciel Réa 2000. Je connais pas. Il y a un logiciel qui était fait à l'époque par les 3 chercheurs de l'INSEP. Ils se sont mis avec des entraîneurs nationaux je crois qu'il y avait à peu près 24 disciplines. Et ils ont sorti donc ce logiciel où tu rentrais des données dedans, puis ça te sortait. C'était déjà presque l'intelligence artificielle. Hein, ça te sortait tout de suite la planification. Donc quand j'ai vu ce truc-là, j'ai dit putain bon, ok. Alors déjà, tu vas regarder un petit peu, tu prends le temps, tu dis bon ok, c'est des chercheurs, mais c'est des chercheurs qui proposent un outil muscule. Est-ce que c'est vraiment des musculeux? Est-ce qu'ils sont rentrés dans la salle de muscule? Je crois pas. Donc là déjà, je crois pas. Derrière, ils prennent des entraîneurs nationaux. Est-ce que les entraîneurs nationaux ont vraiment ont des bases dans ce domaine? Et des fois, c'était vraiment très très limite. Donc je me suis amusé pendant un bon moment à aller tirer toutes les séances de toutes les disciplines. Donc il y avait des disciplines où je maîtrisais, je disais bon là, absolument pas plausible. Dans les disciplines où je maîtrisais pas, j'allais voir mes potes. Donc je disais, mes potes qui étaient donc des spécialistes, ils disaient qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Non, c'est pas moi qui l'ai sorti. Bon voilà, c'était ce logiciel, s'il avait été modulé d'une autre façon, il aurait pu être terrible. Mais après, tu sortais une séance, tu disais, mais qui va tenir 3h15? La séance, elle durait 3h15. On faisait de la force max, et d'un seul coup, il y avait 3 exercices de force max. Je veux bien. 3 exercices différents, qui veut dire 3 échauffements conséquents. Je ne vais pas passer du squat au développé couché en mettant le mec, il est confirmé, donc je vais lui mettre tout de suite 120 à 150 kilos. Bon, ben non, je suis obligé. Donc ils avaient zappé. Ils avaient zappé tout ce domaine. Donc si tu fais 3 échauffements conséquents, tu es sur 15 bonnes minutes avant d'attaquer, 20 minutes. Donc 3 fois 1 heure. Donc tu rajoutes 1 heure. Et qui peut passer 3 heures en salle de muscu? Même 2 heures. Ça, c'est mis à part, je te dis, les gars de la force athlétique, bah ouais, mais c'est leur discipline. Derrière, le gars, il va pas aller courir. Non, il est dedans. C'est dans son truc. Hein. Et justement, comment est-ce que toi, avec ton expérience, tu arrives à savoir si c'est juste un effet de mode ou si c'est quelque chose de concret et d'utilisable sur le terrain? Tous les nouveaux outils qu'on peut voir sortir. Alors, tout va dépendre des fois il n'y a pas les outils, mais déjà les méthodes. C'est les méthodes de bodybuilding. Je vais me lâcher, je vais dire ce que je dis généralement en cours, mais bon, je peux en pisser 2 tous les matins. Hein. Il y a pas de problème. Méthode de bodybuilding, je change simplement un petit paramètre. Qui nous a dit, c'est rentré dans la tête de tout le monde qu'il fallait faire du 10x10. Du 10x10, mais pourquoi pas à l'époque du 9x9 ou du 11x11. On est à quelques reps près. Alors, on prend, pareil, ces méthodes-là, on prend 1 minute 30 de récupération sur le fameux 10x10 à 70%. Impossible. Avec 1 minute 30. On l'a mis en place, mais on avait vraiment nos max. Voilà, on avait pris des populations d'experts, de confirmés, de débutants. Mais à la 5e série, chronomètre en main, c'était 1,30 de récup, c'est pas 1,40. À la 5e série, on commençait à dire 8. À la 8e, 5, 4. Tu finissais, il n'y avait plus rien. Qui pouvait le tenir? Des mecs des pays de l'Est, d'où viennent ces méthodes? Ça venait. Et le fameux 10x10, déjà, quand tu l'as fait sur un groupe musculaire, déjà mentalement, physiquement, c'est prenant, mais mentalement, c'est pareil. C'est dur d'y aller sur ces 10 séries, sur les 10 séries, sur un exercice polyarticulaire, rester sur le même. Waouh! Et là, tu voyais sur les trucs, les mecs, ils faisaient 3 fois, il y a 3 10x10. Wow, ils sortent d'où? Je te raconte une anecdote. Quand je suis étudiant en master sur Lyon, je sais plus si c'était licence ou master, on voit en cours de force cette méthode 10x10. Et moi, j'étais inscrit à la salle de muscu et je me dis, vas-y, je vais tenter. Et je me décide de tenter, dans la même séance, squat soulevé terre en 10x10.
Je dis, bon, c'est la première fois, je mets pas 70%, je prends 60. Et j'avais pris, je pense, une 45 de repos de mémoire, une 45 ou 2. Parce que j'ai un profil très explosif, donc j'ai toujours tendance à prendre des récup un peu plus longs. Sinon, moi, je tiens pas les efforts longs comme ça. Je fais mon 10x10 en squat. Genre, j'en ai vraiment un très mauvais souvenir. Très dur. Oui, logique. Et je dis, bon, allez, au mental, attends, je suis un combattant, je le fais. J'ai fini mon 10x10 en soulevé terre et je suis parti. Avec les jambes littéralement qui tremblaient. C'est-à-dire que je me suis dit, je vais me faire un genou parce que plus rien ne tenait. Et ce jour-là, je vois les escaliers du métro, il devait y avoir 15 marches. Je me dis, je vais pas y arriver, quoi. Je me tiens à la rampe comme ça avec les deux mains, enfin, un vrai handicapé, tu vois. Je prends mon métro et j'arrive chez moi, j'habitais au 7e étage, ascenseur en panne ce jour-là. J'ai dû mettre au moins 45 minutes et j'ai croisé ma voisine qui m'a récupéré mon sac à dos, quoi. Et je montais avec les bras sur les deux rampes comme ça et je me poussais. Et je n'arrivais plus à marcher. Impossible. Et là, je me dis, mais comment est-ce que tu peux faire du 10x10 à l'entraînement avec du 70% et 1 minute 30, sachant que j'étais quand même bien entraîné à l'époque, tu vois. Ouais. Et là, tu t'es dit, mais non, c'est infaisable, quoi. Et surtout derrière, normalement, tu as judo. Alors, pas cette journée-là, ouais. Je crois que le lendemain, je suis pas allé, justement. Le lendemain, tu fais quoi? Oh, ben le lendemain, je sais pas, j'ai pris du Doliprane. Ça n'a pas servi à grand-chose, mais j'ai vraiment un souvenir de me dire le lendemain, tant que l'ascenseur il est pas réparé, je peux pas descendre parce que je pourrais pas remonter, quoi. Et bref, c'était assez drôle comme anecdote. Et quand j'en avais discuté avec le prof qu'on avait en force, il me dit, ah bah au moins t'as testé, t'as pu voir que c'était pas possible. Je dis, mais c'est pas possible, c'est que c'est inhumain. Il me dit oui. Et généralement, les mecs qui arrivent à tenir ce 10x10 avec ce temps de récup et cette charge, c'est des mecs qui sont dopés, quoi. Il me dit, ça te permet de détecter assez facilement. Et j'ai dit, ouais, c'est pas con, quoi. Bon, après, c'est comme dans tout, on peut tout doucement, à 70%, oui, c'est vraiment très chaud. Moi, je prenais toujours, pareil, l'exemple, moi, je suis hyper bon en endurance de force-endurance. Donc, je me mettais en compète avec des jeunes qui étaient force athlétique. Ils disaient, OK, on y va, et à la fin, on tire. On tire un trait, on dit, alors, combien au niveau du volume? En prenant justement, en étant habitué à travailler tout le temps sur cette formule d'endurance de force-endurance, si je mettais 30 minutes, la séance à 30 minutes, généralement, je passais tout le temps devant. Hein. Et pourtant, les gars, ils avaient un 170 en développé couché, toi. Au début, ils emmagasinent un maximum de kilos par rapport à toi. Mais d'un seul coup, il y a une telle dégradation qu'à la fin, le mec il disait surtout, tu filmes pas. Hein. Elle était là, il pompait, il faisait 7 reps à 70 kilos. Il n'y avait plus rien en stock au bout de 30 minutes. Que moi, je continuais. C'est là où je récupérais tout mon temps. On a essayé des expériences. On disait, tiens, il y a un force athlétique qui arrive. On va voir ce que ça peut donner. Moi qui ai plus une orientation, on va dire, d'hypertrophie. Tout à l'heure, tu disais que ça ne servait à rien de tester. J'ai enfin retrouvé ma question. Ça ne servait à rien de connaître son ARM. Est-ce que toi, dans ton quotidien, tu vas tester les sportifs ou pas du tout? Oui, je les teste. Bon, je les teste, ça va dépendre des mouvements. Non. C'est pareil, je ne suis pas forcément pour le tester sur du 1 RM. Ouais. Je peux le tester sur du 3, ça me donne une idée. Je m'en fous un peu, hein, que la personne fasse 150, 165. Comme je dis tout le temps, il ne fait pas de la force athlétique. Donc, c'est pas important. Mais au moins, lui, il voit qu'il y a une progression. Ce que je veux, c'est qu'au niveau mental, il se dit, tiens, tout le boulot que j'ai fait, ça a servi, ça a servi parce que j'étais à 120, maintenant je suis à 125. Yes! C'est le petit point positif. Hein. Où j'en ai fait 3 à une époque à 90, maintenant j'en fais 3 à 92. Donc voilà, donc je vais aller rechercher, parce que bon, c'est comme dans tout, si tu prends la fameuse séance test, des fois, je ne vais pas dire que tu perds une séance, mais on va faire qu'une séance test. Que là, quand je l'ai trouvé sur du 3, ça me permet d'aller faire autre chose derrière, de gagner encore un petit peu de temps. Ouais, presque tu l'intègres comme un exercice dans ta séance. Voilà, ouais. Ok, trop intéressant. Mais j'ai toujours mes cycles qui vont être OK, on va travailler, mais tout va dépendre de la discipline, comme je dis tout le temps. Hein. Tu travailles sur une discipline où le niveau de force est quand même élevé, tu es obligé quand même de bosser un petit peu sur la force max, tu vas être obligé de bosser
sur d'autres méthodes, on parle de l'excentrique, mais je fais de l'excentrique à 90%, c'est déjà un gros boulot. Donc, moi, je m'en sers aussi de l'excentrique, sur plein de disciplines. Mais je suis pas obligé de monter tout le temps sur des charges de 110, 115%. Parce qu'il faut déjà en plus avoir le matos. Si la personne est vraiment forte, Seul, je peux pas remonter. Bien sûr. C'est impossible. Donc, faut qu'il y ait l'appareillage. Il faut bien se rappeler pareil, que des fois, quand ils ont parlé du 150%, c'était des fois, on a vu les appareils, c'était sur de l'appareil. Donc oui, si c'est sur de l'appareil, si c'est sur un squat guidé ou un développé couché guidé, ben là, c'est totalement différent. Mes muscles qui vont être fixateurs, ben, ils bossent pas trop. Par contre, quand je vais revenir, le jour où je reviens, et qu'ils sont plus habitués, les gars, ils disent, tiens, putain, qu'est-ce que c'est que ce boulot-là? Et là, ça peut lâcher. Ouais. J'allais te poser la question de savoir si c'était quand même intéressant de bosser sur du guidé ou pas, mais j'ai l'impression que tu as répondu. Préfère sur des charges libres. Le guidé, je dirais que le guidé, je peux m'en servir, ou des machines, je m'en sers beaucoup peut-être avec la population débutante. Ouais. Parce que la population débutante, si je vais faire que du squat en initiation pour les sensations de positionnement, tout ce qui va être exécution, donc ce qu'on appelle les fondamentaux classiques pédagogiques, ça ne va peut-être pas lui plaire parce qu'il va dire tiens, l'autre il soulève, donc je vais lui faire du squat guidé, je vais lui faire de la presse où je peux le charger, je dirais un petit peu avec toute sécurité en intégrité physique. Donc je fais un petit mélange des deux, mais sur des débutants que je vais amener tout doucement sur les mouvements en charge libre. Et justement, c'est amusant parce que j'ai déjà eu ce débat avec d'autres collègues ou amis. Et moi, les charges guidées, alors déjà, je travaille jamais avec du guidé. La salle que j'avais créée, il n'y avait pas une seule machine guidée. Et même les débutants, j'aime bien les mettre, alors avec peut-être pas avec une barre sur le dos directement, parce que au niveau postural, ça va pas forcément fonctionner, mais avec un haltère ou avec un kettle ou d'autres formes. Mais toujours essayer de les mettre dans des contraintes, je vais pas dire maximales, mais des contraintes assez importantes par rapport à leur niveau. Alors, je parle pas en termes de charge, mais en termes de motricité, par exemple, pour qu'ils puissent être après beaucoup plus à l'aise sur le squat et leur dire, ok, la charge, on s'en tape et ça viendra après, tu vois. Et c'est que dans ma salle, il y a des mecs qui levaient pareil du 270, 280 en squat et des débutants novices absolus qui n'ont jamais touché une barre de leur vie et qui voyaient ça. Et en fait, on leur rappelait, parce que les réseaux sociaux nous font souvent oublier ça, mais ça prend du temps d'arriver à ça. C'est 10 ans, 15 ans d'entraînement pour qu'ils fassent ça. Et en fait, on intégrait donc des mouvements libres directement chez le débutant. Alors qu'il y a certains prépas physiques qui te disent non, il faut vraiment faire du guidé au début et après on arrivera sur le libre. Quand je dis du guidé, je ne suis pas forcément sur... Là, je t'ai pris le squat guidé, moi. Quand je dis guidé, c'est plus de la presse. Ouais. La presse que du squat guidé, non, déjà, il faut la machine, donc je m'en sers rarement. Mais par contre, je vais faire presse et apprentissage du squat. Et petit à petit, on va monter un petit peu en puissance sur le squat. Tant que c'est pas propre, je vais pas enchaîner. Bon, voilà, c'est comme tu dis, les jeunes, maintenant, il faut bien savoir que ça va aller quand même très vite. Oui, c'est notre société qui veut ça. Tu cliques sur Amazon, en 2 jours, tu as n'importe quoi, ça prenait 2 mois avant. Voilà, c'est la génération. Et ce qui veut dire qu'on veut couper, on veut zapper un petit peu l'apprentissage, on veut aller tout de suite vers les charges lourdes. Et avec le nombre de copains que j'ai dans les salles de muscule, qui ont des salles de muscule, qui te disent maintenant, on a plein de jeunes qui débarquent, qui te disent combien est l'abonnement, mais tout de suite derrière, est-ce que vous avez ce qui va avec? Ah, vous n'avez pas ce qui va avec? On laisse tomber. Non, ce qu'ils veulent, c'est aller vite. Les réseaux, tout le monde le montre, on peut vite être costaud. Mais, voilà, faut se rappeler que les produits, ils ont été élaborés pour des personnes, justement, qui étaient malades. Donc, si on en prend un petit peu de trop, on peut basculer de l'autre côté. On le devient. Donc, nous, on est quand même... moi, j'ai été confronté. Quand tu organises des TEP pour être prof de muscu, à l'époque, il y avait 150 pimpins qui venaient. Tu voyais tout de suite. D'ailleurs, tu avais la pesée, ce que j'appelle les bestiaux le matin.
Donc les gars, c'était au pourcentage. Un t-shirt, ça doit peser 5 grammes. Donc tu peux te peser sans problème. Quand tu sais que c'est rapporté au poids de corps divisé par... Donc les gars, systématiquement, tu disais peser. Tu n'avais pas dit peser, que tout le monde était déjà torse nu. Ils étaient tous torse nu. Voilà, donc et à la pesée, ok. Puis à un moment, je disais, vous savez, vous n'allez peut-être pas faire le Luc Léger torse nu ou en slip, les gars. C'est peut-être le moment de... Ah ben autrement, ouais, ils étaient issus du monde un petit peu avec un taux d'égocentrisme poussé à l'extrême, où tous les matins, tout le monde s'embrasse pendant des heures, et là, tu peux t'habiller pour courir. Donc ça, c'était... là, on le retrouve petit à petit, hein, partout, hein, c'est dans les salles. Dans les salles, ils veulent aller vite. Hein, donc s'il y a les miroirs, ils veulent aller vite, ils veulent... on leur a dit, tiens, il y a tel produit, tu vas voir, ça va booster le truc. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle, mais on joue quand même avec la santé des jeunes, toi. Ah ouais, non, complètement. J'ai souvenir à Marseille. Je vais dans une salle avant d'ouvrir la mienne. J'ai fait mes études sur Lyon. Je suis revenu sur Marseille pour entraîner sur le Pôle France. Et j'arrive dans une salle qui était à côté de chez mes parents. C'était un été de transition. Et je vais m'entraîner. Et déjà, je m'entraîne. Alors, moi, judoka, tu vois, alors, je faisais mes tractions avec mon Kim. Donc, j'avais pas le Kim entier, mais j'avais pris des revers de Kim que j'avais pris. Et les mecs me regardaient tous de travers. Je me suis dit, ok, je suis pas bienvenu ici, quoi. C'était assez bizarre comme ambiance. Je finis ma séance, un peu agacé. J'ouvre le vestiaire et là, je vois un mec, le cul à l'air, et l'autre qui lui pique la fesse comme ça. Et là, je vois ça, je dis, putain, vraiment, faut pas que je m'inscrive ici. Je me suis barré, je ne suis jamais revenu là-bas. Et dans ma salle, on avait, enfin, moi, suite à cette expérience-là, de ces salles de muscu culturaux où tous les mecs se regardent non-stop pendant qu'ils font les exercices avant, après, j'ai créé une salle d'entraînement où il n'y avait pas un seul miroir à part dans les vestiaires pour te coiffer, quoi. Point. Et tout le monde nous les demandait. Et je dis, pourquoi ? T'as besoin de voir tes biceps se contracter pour savoir qui se contracte ? Si c'est le cas, c'est qu'il y a un problème, quoi. Et finalement, c'est rentré dans les mœurs, hein, mais ça a été très problématique au début. C'est des gens qui rentrent, qui me disent, mais vous n'avez pas de miroir ici ? Mais pourquoi faire ? Nous, sur les entrées en formation, justement, avec Olivier Morelli, hein, on était là, on disait, allez, c'est parti. On a toujours un champion du monde, donc on essaie de repérer. Le champion du monde, tu le repères tout de suite. C'est celui qui se balade toujours de profil. Tu vois. Le mec, il a fait 2 trucs de biceps, il va se balader de profil. Et il va avoir toujours un œil sur la glace comme ça pour voir. Alors, putain, ça y est, on l'a. Alors lui, on va pas le lâcher là. Alors, c'est le milieu qui veut ça. Hein. Faut pas voir. Je veux pas dénigrer totalement le body, parce que bon, le body, c'est toute une vie aussi. Hein. Toute une vie, c'est loin d'être facile de suivre tout ce régime. C'est une discipline hors norme. Faut être dedans, donc c'est une vie, c'est une passion aussi. C'est une passion. Après, quand tu dépasses un petit peu les bornes, tu sais, hein, c'est toi qui les dépasses. Donc si tu as des problèmes de santé, qu'est-ce que tu veux y faire, hein. Nous, on s'en fout, hein, mais... tu aurais été prévenu à la base, mais c'est quand même très difficile, même, je dirais, dans la vie de tous les jours. Hein. Ils ont un contact. Voilà, t'es invité, tu viens avec ton tupperware. Tu viens chez moi, tu arrives avec ton tupperware. Je pense que tu passes pas le portail. Hein. Non, ça sera injouable. J'ai vécu ça aussi avec les régimes en judo. Les potes te disent, ah viens on fait une soirée et tout, non mais je peux pas, je suis au régime. Non mais ça va bien, et tu arrives avec ton petit truc de salade, et encore quand tu avais droit. C'était t'es judoka, c'était pareil, hein, à l'époque des fameux régimes, hein, tous les gars avaient généralement 10 kilos en plus. À peu près, ouais. Il fallait se sécher une semaine. Coup, 3 semaines avant, c'était parti. On les voyait tous avec... C'était l'époque des kawaii, donc on mettait les kawaii, ils se faisaient enfermer dans le sauna, ils suçaient des glaçons, ils mangeaient que des blancs d'œufs, de la salade. Moi, j'ai eu l'époque, quand t'as Michel Pradet qui te la raconte, hein, raconte ce truc, il dit, voilà, l'année suivante, on a essayé de faire un protocole qui était on ne peut plus suivi. Diététicien, machin, tac, tac. Donc, il n'y a pas eu de régime de folie. Tout le monde est arrivé. C'est-à-dire que le jour de la compète, parce que tout le monde était au poids. Enfin, première année, ils sont tous dézingués. Ouais, mentalement. Presque pas, pas de médaille, rien du tout. Donc, analyse.
Les mecs ont commencé à dire, mais tu sais, pendant 3 semaines, là, quand tu as sucé des glaçons, T'as la dalle sur le tapis. fait que la salade et compagnie, tu arrives sur le tatami, le gars, t'as qu'une envie, c'est de le dézinguer total. Que là, tout compte fait, on est arrivé dans des dispositions, on était bien mentalement, physiquement, mais on avait l'impression qu'on était À l'entraînement. on était à l'entraînement, on était des petits moutons, on s'est tous fait dézinguer. Alors après, voilà, trouver tout le temps le juste milieu. C'est vrai que dans les années 80-90, les 60, les 71 kilos, ils étaient en permanence à 82, 83. Ils disaient, attention, putain, non, je sors plus, là. Pendant 3 semaines, je sors plus. Voilà. Et là, c'était trop drastique. Un peu plus strict. Ouais. C'était du grand n'importe quoi. Pareil, hein, parce que bon... Moi, physiquement, je me détruisais en faisant ça. Je tournais autour des 73 kilos et je combattais en 66. Alors, j'étais déjà plus lourd que la KT au-dessus, quoi. Et en fait, sur les régimes, j'étais à 7,5% masse grasse. J'avais pas grand-chose à perdre en masse grasse, donc je perdais de la flotte et je perdais du muscle. Et en fait, sur les derniers entraînements, j'ai explosé tout. Je me déchirais un ischio, je me faisais une épaule, un genou, une cheville. Enfin, donc avec le recul, attention au régime, les gars. Culturellement parlant, c'est nécessaire. Parce qu'on nous disait, nous, c'est le premier combat, faut que tu fasses ton régime. Et en fait, c'est une grosse connerie. Les Russes l'ont montré. Alors, il y a les produits, mais les Japonais commencent à le montrer aussi. Et on peut réussir dans les sports de combat sans faire de régime, sans aucun problème, quoi. Est-ce qu'il y a une thématique que tu avais envie d'aborder, toi, aujourd'hui ? Déjà, c'est pas forcément une thématique, mais j'ai oublié de parler d'un domaine qui m'est très cher, c'est tout le milieu handisport. Ouais. Voilà, tout le milieu handisport, parce que j'ai eu avec moi des personnes, donc Stéphane Moliens, qui a été 2 fois champion paralympique en fauteuil tennis de table. Pareil, on a tenu 10 ans ensemble. C'est une école de la vie. Une école de la vie, quand tu vis avec eux, derrière, à aucun moment je me vois me plaindre. Je ne peux pas te plaindre. Moi, Stéphane, il arrivait, il était 8h moins le quart le matin. Il était pimpant. Tu sais qu'il s'est levé à peut-être 6h moins le quart, qu'il a eu tous les transferts, qu'il a fait la bagnole. De la bagnole, il est passé bon. Et il arrivait, 8h moins le quart, bam, on en mettait pendant 1h15. Donc 1h15, il repart, mais lui, il commence en gros sa journée. Ce qui veut dire qu'il va se taper tous les transferts. Comme il disait, journée de merde. Ah bon, il faut que j'aille à la poste. Si, ça, ah ouais, d'accord. Donc ça va faire peut-être 6-7 transferts. Un truc, bah oui, il y a une côte, il y a 6. Et il se plaignait jamais. C'était... franchement, c'était du bonheur. Moi, je finissais la séance. J'avais fait ma séance avec lui. J'étais heureux pour la journée. J'ai dit, je vois pas comment, derrière, tu peux te plaindre. Ces personnes, elles donnent tout. Donc, elles donnent tout. Elles ont du cœur. Elles vont chercher au plus profond. Donc, t'as qu'une envie, toi. Bah, c'est d'adhérer. Donc, ouais, j'ai entraîné en fauteuil. Je continue à entraîner. J'ai Yori Kadjal qui veut, pareil, aller sur les Paralympiques. Bah, c'est pareil. C'est une personne qui en veut. Donc, tu vas lui en donner. Tu ne vas pas t'arrêter. Non, t'en veux, je vais t'en donner encore plus, moi, parce que ça me tient à cœur. L'anecdote, c'est il y a 2 ans, j'ai eu pendant une semaine Michel Monch, qui est recordman sur 5000 ou 10 000 en course à pied, non-voyant. Ok. Bon, bah là, c'était pareil. Voilà, je fais une semaine avec lui, je suis heureux de vivre. Le petit truc où, franchement, j'ai rarement eu peur. Je rentrais des entraînements, et j'étais tremblant. Il me dit, oh, bah, on va aller courir. Oui, on va aller courir. Donc, donc moi en VTT. Donc on partait. Lui, il était devant, il est quand même non-voyant, il voit, il n'est pas totalement aveugle. Hein. Il voit, mais quand tu cours à 18 ou à 19 km/h, donc ça arrive quand même vite, et il voit qu'à 30-40 cm. Et donc moi, j'étais derrière, je le suivais en VTT. Et il fallait que je lui donne toutes les indications. Mais la première fois, je suis rentré, en plus, il me dit, petite sortie. Ouais, on a fait 27 bornes. Donc, on a fait, pendant les 27 km, je tremblais, j'étais là, je disais, attention, carrefour, voiture.
Toc, toc. Il dit, non, t'inquiète. J'ai dit, mais comment il me dit, je le sens. C'est pareil. Il y avait escalier, machin. Il me dit, mon pied, voilà, mon pied, il sent, il sait où va exactement la route. Et là, tu vois, le truc, c'est... Ma femme me disait, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, rien. Je dis, je fais du VTT, 27 km. Mais voilà, je suis comme ça parce que j'étais sous tension, une telle tension nerveuse. Ces gars-là, là, c'est pareil. Waouh. Ils t'en donnent, putain, t'as envie de tout donner. Donc, Ouais. là, je me retrouve parce que là, c'est vraiment ce que j'appelle l'humain, la passion, les deux. Ouais. Et justement, quelle discipline, toi, t'as pu encadrer en handisport? En handi, alors, à savoir que j'ai encadré pas mal aussi de disciplines parce que pendant 7-8 ans, j'ai fait partie du ce qu'on appelait le BE handi haltérophilie. Ok. Ouais, il n'était pas haltérophilie, qui était musculation. Donc j'ai vu un petit peu toutes sortes de sportifs. Mais en sportif handi, bah, pour l'instant, j'ai suivi beaucoup de fauteuils. Voilà, fauteuil, tennis de table. Donc j'ai eu Michel sur la course à pied. J'ai une personne tennisman qui était sourde, malentendante. Donc voilà, après, je peux pas... je rappelle que bon, j'essaye de limiter un petit peu aussi mon temps de travail. Je continue à m'entraîner, je prends du plaisir, j'ai 3 petits-enfants. Bon, voilà, il y a tout un ensemble. Je veux quand même profiter de la vie. J'ai quand même 65 balais, je suis quand même plus proche de la sortie que de l'entrée. Hein. Quand, je cherche comment formuler la question. Des sportifs qui aimeraient se mettre à des disciplines handi, comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre? Parce que la plupart des clubs ne reçoivent pas forcément de personnes en situation de handicap. Comment est-ce qu'ils peuvent faire et comment les entraîneurs qui voudraient peut-être lancer ça peuvent faire? Alors, tout va dépendre des disciplines, mais c'est vrai qu'il faut bien choisir son club. Il n'y a pas énormément de clubs qui peuvent te donner, déjà, il faut que ça soit accessible pour le public handi sur tout l'ensemble. Sur tout l'ensemble, c'est-à-dire que voilà, il y a une côte. Nous, pendant un petit moment, le Crêpes, on était à la limite. C'est-à-dire que le bureau du directeur était en haut, mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien, ce qui veut dire que comment on montait la personne, donc on est obligé de sortir du fauteuil, de le prendre dans les bras, et à deux, donc toi c'était pas trop logique. Après ils ont mis une rampe, donc faut que tout soit équipé. Donc là ça va dépendre, c'est vraiment bien se renseigner, à voir après derrière, comme tu as dit, comment c'est encadré. Ouais. Ce qu'on va proposer. Est-ce qu'on va proposer que du loisir ou du loisir on peut bifurquer nous dans le ping, on est quand même équipé. On a un club de l'Alliance Nîmes-Montpellier, où sur Nîmes, voilà, on a la petite Flora Vautier qui a fait pareil médaille olympique, qui s'entraîne là-bas. Tout est adapté, aussi bien au niveau des installations que de l'encadrement. L'encadrement, c'est son coach de l'équipe de France, Guillaume Jean, qui est sur place. Ouais, parce que le handisport tend à se développer un petit peu, mais c'est vrai que sur les clubs, c'est compliqué d'accueillir. Ouais, c'est comme dans tout. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais bon, on l'a glorifié pendant les JO. Puis après, comme à chaque fois, derrière, tu as l'impression que ça va retomber, on va retomber au même niveau qu'avant. Au fin fond. Ouais. Voilà, c'est politique, donc ça booste. Puis après, hop là, circuler. Est-ce que toi, ça t'arrive de t'entraîner avec tes sportifs? Oui, oui, très souvent. Ouais. Qu'est-ce que ça apporte en plus? Ça apporte déjà une petite émulation, je pense. Une émulation, puis comme je leur dis sur certains mouvements, je dis, les gars, si moi je suis capable de le faire, si vous êtes en échec, c'est que là, franchement, il y a un problème. Je les mets un petit peu en situation de duel. Mais oui. Aussitôt que tous les mouvements sont assimilés, je peux rentrer dans le jeu. Surtout sur tout ce qui va être tout le core training, tous les gainages. Des fois je rentre, je suis fatigué. Si j'ai fait 3 séances avec 3 sportifs différents, moi j'ai certainement bouffé 3 fois du gainage. Ouais. Voilà. Donc bon, sur les mouvements,
je suis pété un peu au niveau du bas du corps, sur les ischios. Donc sur le haut du corps, ça va. Je tiens encore la route. Et sur tout ce qui est aspect motivationnel et pédagogie, justement, comment est-ce que tu amènes ça dans tes séances de prépa physique? Alors, la motivation, faut que ça soit déjà une communion entre l'entraîneur et l'entraîné. Voilà. Ça va pas plus loin. Si il n'est pas motivé, comme je dis, j'ai autre chose à faire dans la vie, je peux partir. Merci d'être venu, je reviendrai demain ou je reviendrai pas. C'est clair. Si je suis là, c'est justement pour te faire progresser. Donc tu profites. Si c'est pour être toujours en dedans, donc là, il faut se rappeler maintenant que de plus en plus, si tu n'arrêtes pas, tu leur dis pas ceci, ça reste dans le sac, tu es mort. Tu es mort parce que systématiquement, il y a toujours un texto, il y a toujours un truc d'Instagram. Et quand c'est quelque chose, tu filmes. Moi, j'ai filmé pendant des années. Des fois, je me retrouve, on me dit tu peux. Je suis quand même, des fois, j'ai des contrats, donc je suis quand même payé. Je dis, à tout compte fait, je suis payé, c'est beau ça. Je suis payé à te filmer. Non, je suis pas payé à te filmer, je suis payé justement pour te faire progresser. Donc, si tu veux te filmer, tu t'amènes ton petit pied, tu poses ton truc, puis après, tu feras tes découpages. Mais bon, on va arrêter tout le temps. Je suis pas cameraman, là. Chacun son rôle. Donc, la motivation, c'est tu m'en donnes, je vais t'en donner. Et faut que ça soit en plus dans une bonne ambiance. Ambiance pourrie, c'est bon, stop. J'ai pas envie. Des conneries, je vais en raconter. Faut que ça vienne pareil des deux côtés. On va bosser, on va tout le temps bosser. Ça va être du sérieux, mais il y aura toujours une petite touche d'humour. Si il n'y a pas d'humour, il y a quoi? Je peux te gueuler dessus, hein, c'est pas un souci. Hein. Je suis capable de te gueuler dessus en mettant une petite touche où il y aura, ça peut l'amuser. Il sent que bon, quoi qu'il arrive avec l'intonation, tu vas vite te calmer. Mais voilà. Ok, je comprends. En termes de pédagogie, est-ce qu'il y a des outils que tu utilises plus que d'autres ou pas? Non. Si ce n'est l'humour? Ouais. Non, ça reste, voilà, ça reste sur un ton, voilà, le gars, il sent que je veux lui en donner. Voilà. C'est ça ma pédagogie. Je vais amener tous les éléments, mais je vais les amener d'une façon où, il peut y avoir aussi discussion. C'est pas simplement, on n'est pas sur un monologue, on peut être sur un dialogue. Le dialogue, il va permettre aussi d'avancer parce que on n'est pas dans le corps de la personne. Nous, des fois, ce qu'on va percevoir, c'est simplement que du visuel. À l'intérieur, peut-être que lui, il a peut-être des sensations. Je pense souvent, je m'en sers avec les sportifs handi. Je suis pas dans le fauteuil. Je me suis mis en situation de voir comment on pouvait être en fauteuil. Seulement quand moi, je suis en fauteuil, moi, j'ai une assise déjà. Je sens mes pieds. J'ai mes abdos. Eux, ils n'ont pas les abdos. Ils n'ont pas les pieds. Attention, je ne suis pas appareillé. Il est appareillé. Donc, tous les mouvements, je me dis, tiens, c'est facile de faire ça. Hein, moi, c'est facile. Lui, c'est peut-être pas facile parce que dans le dos, il a peut-être des plaques. Il a peut-être tout un ensemble. Il a été touché. Est-ce que c'est au niveau des intestins, de la vessie, tout est mêlé. Donc, c'est dur de rentrer dedans. Non. Donc, on est obligé toujours de tenir compte, je dirais, des ressentis aussi, des ressentis de l'athlète. Alors, des fois, plus ils progressent et plus ils sont, je dirais, un petit peu matures, voilà, ils peuvent te donner des indications qui vont te servir. Des fois, quand ils sont jeunes, c'est un peu subjectif, c'est à toi d'en tirer ce que tu peux. Ok. Je te propose de passer aux questions de la fin, parce que ça fait, je pense, quasiment 2 heures qu'on est en train de discuter. Vas-y. J'ai pas le temps, mais je pense qu'on n'est pas loin. Pour toi, c'est quoi un bon entraîneur? Alors, attention, un bon entraîneur ou un bon entraîneur athlétique ou un bon prépa physique. Voilà, on est sur le coup de savoir un entraîneur, est-ce qu'il est que technique, tactique? Ou est-ce qu'il est un petit peu plus... on a de tout, hein.
On a des entraîneurs qui sont super bons dans le domaine de la technique, de la tactique, mais qui en sont encore aux formules en prépa physique du que sais-je. Ça te dit quelque chose, le que sais-je, le petit fascicule de prépa physique où tu feuilletais, tu dis, ah ouais, c'est marrant, il a parlé de musculation, il a parlé de planification. On en est là. Donc après, c'est à l'entraîneur d'aller gratter un petit peu pour être un petit peu plus riche, pour étoffer un petit peu, parce que l'entraîneur, il faut qu'il puisse comprendre le langage du prépa. Okay, comme le prépa, le prépa, c'est pas simplement, entre guillemets, un coach sportif, un prépa. Un prépa, c'est quelqu'un qui a des connaissances pour pouvoir parler avec le médical, comprendre le médical, comprendre légèrement le paramédical. On va demander au prépa maintenant de plus en plus de champs d'action. On te demande d'être balèze sur l'ordi parce que tu dois être capable d'analyser les datas, d'analyser... Ça, c'est pas simplement le coach sportif qui dit, bon ben voilà, c'est parti mon petit père, allez tu me fais 4 x 10 en squat, machin, 2 minutes de récupération. Non, il y a tout un ensemble derrière. Pourquoi je fais ça là? Je suis capable de comprendre quand on fait la planification. J'ai mon énergétique, j'ai mon musculaire, j'ai mon spécifique. Comment j'agence tout ceci? Il a ce groupe, merde, il est blessé. Comment je refais tourner l'histoire? J'ai une compète, elle est primordiale ou elle est secondaire? J'en fais quoi de ma compète? Et comment je fais ma mixture, en gros? Donc là, ouais, c'est l'entraîneur. L'entraîneur doit être, je dirais, de plus en plus riche sur les connaissances et sur les compétences. Voilà. Et on va le retrouver, comme je t'ai dit, le prépa. Le prépa, c'est pareil. Le prépa, on a plein... J'ai plein d'exemples de gars qui sont... Tout le monde est prépa. Sachant que le diplôme, l'État ne s'est pas encore penché vraiment dessus. Donc, t'es coach sportif, en fait, tu as un CQP. T'es coach sportif, donc t'es prépa. Hein, et tu as eu 250 heures d'enseignement. Ouais. Eh ben, il n'y a pas beaucoup de disciplines qui te permettent, toi, en 250 heures. Je te donne l'exemple. Tu viens à 250 heures comme boulanger. Je ne veux pas voir la gueule de ta baguette. Hein. Ça, à mon avis, ça va pas être terrible. Mais là, c'est identique. Il y a tout un ensemble. L'anatomie, moi, je dis tout le temps, même on en parle avec les anciens, on dit, mais il nous faudra encore des années. Parce qu'il faut être balèze en anat. Mais l'anat, elle ne change pas. Mais tu es obligé tout le temps d'être dedans. En physio, il y a des petits changements. Mais c'est pareil. Il faut être balèze en physio, il faut être balèze en diététique, il faut être balèze en planification, en musculation, être capable de démontrer, être capable de comprendre le langage. Il y en a partout. C'est, pour être au top, c'est hyper chaud. Donc voilà, on a tous des compétences qui des fois sont un petit peu limitées. On essaye d'en rajouter un petit peu plus. Mais des fois, je me dis, le gars, il est prépa, il s'annonce prépa, il a 2 ans... Il a passé le diplôme, il a entraîné Raoul Ramirez, et d'un seul coup, c'est le champion du monde. Non, faut arrêter les conneries. Ouais, je te raconte une autre anecdote, c'est l'épisode des anecdotes aujourd'hui. Je passe ma soutenance de mémoire pour le master avec Olivier Bollier, Jeff Deveau et Christophe Autier, qui pour moi étaient des références sur le master à Lyon. Et je commence ma présentation, donc j'avais fait 1 an déjà d'entraînement sur le pôle France à Marseille, avec de super résultats, une génération incroyable de jeunes sportifs. Et je commence à faire ma présentation PowerPoint, et là je les vois discuter entre eux, mais au bout de 2 minutes 30, 3 minutes, quoi. Et là je me dis, merde, là, je dois être en train de faire vraiment une énorme connerie, parce qu'ils m'écoutent pas, quoi. Et je fais quand même ma présentation, et au bout de quelques minutes, je dis, je suis désolé, mais... il y a quelque chose qui va pas, quelque chose qu'il faut que je fasse mieux ou quoi. Ils me disent non, t'inquiète, continue. Je continue. Je finis quasiment ma présentation. Au moment où je finis, il y a une partie que je peux même pas aborder. Et les mecs étaient en train de discuter, je dis j'ai fini. Ah ouais, super. Alors, et là en fait, on finit même pas la dernière partie. Je leur dis je la fais pas. Non, c'est bon, t'inquiète. Ils me disent mais c'est bon, toi on te considère déjà comme un prépa. Et moi je suis là, ah non, mais moi je me considère pas comme un prépa du tout. Je dis, par rapport à ce que vous savez, ce que moi je sais, mais c'était une goutte d'eau, tu vois. Et pourtant, j'avais bossé 6 ans et j'avais passé du temps, tu vois.
Et derrière, quand je vois des CQP, justement, qui te disent, ouais, moi, je suis préparateur physique de haut niveau, et c'est des choses que j'ai vues sur des CV que j'ai reçus à la salle. Et le mec, tu regardes, il a entraîné les U6 de son club de foot du quartier, et te dit, je suis prépa physique de haut niveau. Putain, j'ai des top mondiaux dans plein de sports, et j'ose même pas le dire, quoi. Et j'ai dit, putain, c'est pas possible. Ah ben, tu sais, le haut niveau où il commence, Ça, ouais, on peut pas le savoir. Hein. c'est vrai. Alors ouais, on parle toujours des modes. Alors bon, les modes, on avait vu déjà pendant des années l'haltéro. Il fallait surtout pas faire de l'haltéro. Tu faisais de l'haltéro, on allait te dire, tu vas te péter. Et maintenant, Là c'est maintenant, l'inverse. l'haltéro, mais elle est mise à toutes les sauces. C'est-à-dire tout le monde, en même temps c'est redoutable, c'est que tout le monde est prof d'haltéro. Moi je suis pas prof d'haltéro. Je vais enseigner des dérivés de l'haltéro. Mais l'haltéro c'est une discipline olympique qui demande, avant de soulever une certaine charge, une technique qui soit d'une finesse et ça soit hyper pointilleux. Là maintenant, on voit tout le monde soulève en haltéro. Tu as l'entraîneur qui arrive, qui dit allez, 4 arrachés. Tu vois la tronche des arrachés, tu te dis, mais il est en train de le péter. Hein, comme si c'était facile. Il y a eu des courants. Donc, nous, pendant l'époque 1980, tous les préparateurs physiques n'étaient issus que de l'athlète. Si tu n'étais pas athlète, tu n'étais pas préparateur physique. Donc, ça veut dire, oui, on se tapait en permanence que des gammes athlétiques, que des bondissements, ce que l'entraîneur ou l'entraîneur d'athlète maîtrisait. Il ne maîtrisait pas la muscule, on ne touchait pas trop à la muscule. Il ne maîtrisait pas l'haltéro non plus. Là maintenant, l'haltéro, tout le monde fait de l'haltéro, tout le monde le maîtrise. C'est catastrophique. Hein. On devrait être sur des mouvements qui amènent l'athlète vers, je dirais, une intégrité physique. Et tout compte fait, on se retrouve, vu que c'est mal fait, et qu'on a des charges qu'on va mobiliser avec de la vitesse, sur, je dirais, des blessures qui vont arriver peut-être à long terme. Donc on l'a vu, hein. Donc, le CrossFit a amené un petit peu l'haltéro aussi, hein, de plus en plus en vogue. Le CrossFit, c'est pareil. Le CrossFit, les mouvements, c'est les mouvements de musculation ou d'haltérophilie. Mais on leur demande de mettre de la vitesse et de mettre de la vitesse dans le temps. Donc, plus on va dans le temps, plus on risque de dénigrer toute cette technique. En dénigrant la technique avec de la charge, oui, là en plus on ne s'adresse pas forcément à du sportif de haut niveau. Donc tout le monde, c'est un chronomètre, donc tout le monde veut aller plus vite que le Et chronomètre. il y a des poids de référence. Ça, c'est encore le plus gros problème. Voilà, donc ça va poser problème. Donc là maintenant, le CrossFit, on a le nouveau truc, l'Aerox qui arrive. Bon voilà, c'est pareil, tout le monde va se mettre à courir. Je me dis, peut-être que dans 5 ans, je suis en train de me préparer sur... il y aura peut-être une discipline où on va rentrer, il y aura du jeu de fléchettes parce qu'on va jouer sur de l'adresse, il y aura de la natation ou de la natation dans la boue, on va en revenir, qu'on fait, Tu tiens on va concept, revenir hein. au parcours du combattant qu'on faisait à l'armée, Ouais. on n'en est pas bien loin, hein. Il manque simplement, ils n'ont pas le treillis. Hein. Ouais, comme il y avait eu les mud day, les choses comme ça, justement, avec la boue et Voilà. les combattants dans la boue. Donc voilà, c'est les modes, se méfier toujours des modes. Les modes, elles vont être tout le temps, on va dire, poussées par les réseaux. Hein. Maintenant, on parle plus trop de CrossFit. Hein. Là, il suffit, hop, là, l'Aerox est revenu. Là, maintenant, tout le monde avec son chrono. Mais bon, c'est vrai que c'est sympa. Hein. C'est un duel contre soi-même. Et justement, ces modes-là, est-ce que tu penses qu'il faut les utiliser pour faire, entre guillemets, plaisir aux athlètes de temps en temps, ou il faut complètement les occulter et dire non, parce qu'on a beaucoup d'athlètes qui vont nous demander, qui vont dire ah mais regarde, lui il s'entraîne avec du CrossFit, c'est génial, tel champion, tel truc. Qu'est-ce qu'on fait face à ça? Alors, déjà, tes sportifs, les mettre au CrossFit, faut qu'ils maîtrisent tous les outils. Donc, moi, je ne mettrais pas un de mes sportifs dans le CrossFit s'il ne maîtrise pas les techniques d'haltéro, il ne maîtrise pas le soulevé de terre. Derrière, est-ce qu'il maîtrise marche sur les mains? Oui, très simple. Il y a les mouvements de gym. Il faut les maîtriser. Donc, je lui fais une séance de CrossFit et de compte fait, il se blesse. C'est moi qui ne suis pas bon. J'aurais jamais dû l'envoyer là. Ou alors, je l'envoie, mais je vais prendre du temps. Et tout le temps que je vais passer peut-être à éduquer quelqu'un sur l'haltérophilie ou sur les autres mouvements, je fais pas du boulot spécifique ou je fais pas un travail musculaire que j'ai prévu.
Donc à gérer vraiment avec des pincettes là-dessus voilà, on revient tout le temps à prévention, optimisation. Bah là, le côté prévention, je ne sais pas si je vais forcément l'avoir. Même si ça peut être très bon. C'est-à-dire que le gars, bah oui, il va être pour cette discipline, ça peut être intéressant. Alors, éduquons beaucoup plus jeune. Éduquons plus jeune, la muscule. Bah oui, on en est toujours pareil, la muscule. Pas avant 14 ans, les conneries qu'on peut entendre depuis des années. L'haltéro, c'est pareil. Bah, l'haltéro avec un bâton, c'est de la coordination motrice qui est hyper intéressante à faire. Avant de mettre de la charge, travailler au bâton. C'est pas assimilé, je reste au bâton. Et c'est point à la ligne. Et après, je monte tout doucement. Ouais, je comprends. Et justement, cette notion de progression chez le jeune, souvent, elle fait peur. C'est bien dommage. Il y a eu une mode dans les sports de combat, pas que en judo. En MMA, je l'ai beaucoup vu aussi. Du crossfit, où les mecs ne voulaient faire plus que de la prépa. Et moi, j'ai des sportifs que j'avais sur de la prépa qui me disent on arrête, je prends mon abonnement à la salle de crossfit, ça va me coûte 100 balles par mois, beaucoup moins cher qu'un prépa, et ça me suffira. Et en fait, au bout d'un an et demi, absolument tous sont revenus, parce que en fait, c'est bien, tu fais de la prépa générale, mais il n'y a rien de spécifique. Et donc, dans ta discipline, ton niveau, il commence à chuter, quoi. Parce qu'en plus, c'est généralement des séances qui sont usantes, donc tu arrives sur ta spé, tu n'as plus de jus, et donc obligé de réadapter. Et personnellement, je me suis complètement éloigné de ces modes-là, sauf s'il y a un lien vraiment direct avec la discipline. J'en sais rien, mais faire de la nage en eau vive, parce que c'était à l'époque à Marseille le défi Monte Cristo. C'est une nage du port jusqu'au château d'If, pardon, et le retour. Pour un mec qui fait de la piscine de natation classique, je te dis pas trop utile. Mais en fait, ça lui casse sa routine, ça développe d'autres choses. Et donc là, c'est des méthodes qu'on pouvait utiliser. Mais sinon, je disais, fuis, quoi. Parce que cet aspect, c'est cet aspect. Ouais. Après, voilà, je te coupe 2 secondes, mais après le crossfit, après, tu peux le mettre... tu peux mettre d'autres mouvements qui, au niveau cardiovasculaire, vont faire... vont avoir les mêmes bénéfices, mais voilà, ça peut être plus proche de la discipline. Voilà. Et en période de PPG, intéressant, des exemples des fois tout con où moi je me suis servi du ping avec d'autres disciplines, pour travailler le cardiovasculaire. Tout le monde est capable de taper dans une balle la plupart du temps avec une raquette. Et tu les fais se déplacer suivant des gestuelles différentes. Ouais, et tu te dis, tiens, là, quand je vais taper sur les lactates. Oui, pas de souci. Je me servais du ping, c'est ludique en plus, ça fonctionnait bien. Je me sers du ping je me suis servi du ping sur des petits exercices où je les mettais dans une petite cage. Et moi, je suis en distribution avec des balles de ping. Et tu dois systématiquement bouger pour essayer de les éviter. Et ça, au début, je l'ai fait avec des pongistes, je l'ai fait avec des boxeurs. Et là, c'était pareil. Mais je me suis aperçu que les boxeurs, ils s'en foutaient un petit peu de ma balle. Les pongistes, des fois, ils ont un peu peur de la balle qui arrive. Bon, elle arrive, ça pèse 2,40 g. Là, c'est un boxeur un petit peu spécial MMA. Voilà, mais quand il me dit, des balles de ping. Moi, j'ai compris. Je dis, attends, bouge pas, la prochaine fois, j'arrive. Non, j'étais avec des balles de tennis. J'étais avec des balles de tennis, évidemment. Je lui ai mis, il avait un casque, il avait le protège-dents. Et là, il devait balancer les balles, il devait essayer de les éviter. Ça tapait dans tous les sens. Bon, après, vu qu'il était MMA, il a dit, tu sais quoi, on enlève le casque. Donc, on a fini. J'étais là, je me disais, mais c'est pas possible, heureusement, je suis pas filmé, parce que la dernière, je vais me faire dézinguer. Je lui balançais des prunes. Et lui, il était là, et ça boxait, et il évitait. Bon, de temps en temps, il en a pris une, comme il disait, c'est qu'une balle de tennis. Entre un pain et une balle de tennis, il dit quand même, il n'y a pas photo. Donc après, voilà, c'est toutes sortes de petits trucs que j'aime bien aussi, je voulais le dire. Prendre un petit exo, puis le mettre un petit peu à la sauce, trouver d'autres... voilà, c'est la petite touche de créativité où, si j'ai fait les 12 000 avec les copains exo, c'est qu'on s'est toujours dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre, toi qui est farfelu, mais qui est quand même dans le... Faut pas que ça soit un truc venu d'ailleurs, hein, parce que j'ai entraîné un cirque. Voilà, quand tu entraînes un cirque,
Il dit, attention, tu arrives avec tes exercices d'équilibre. Mais qui te regarde, c'est même pas mon échauffement. Ah ouais, d'accord. Donc là, il faut quand même être ingénieux, retrouver d'autres trucs. Ça, ces exos-là, c'est pour le cirque. Ces exos-là, ça sera pour d'autres disciplines où, voilà, toujours pareil, je vais pas les péter. Oui, parce que si tu veux t'amuser à faire de l'équilibre comme tu veux au cirque, sur un mec qui fait du tennis de table, tu vas avoir des surprises, quoi. On sait jamais. On est tous un petit peu atypiques. Exactement. Est-ce qu'il y a des livres que tu recommandes aux auditeurs? Des livres qui, toi, t'ont marqué dans ta carrière, que ce soit sur des livres spécifiques entraînement, prépa physique ou autre chose? Alors, franchement, à l'ancienne, mais on ne le trouve plus, qui était un ouvrage de référence, c'était la prépa physique de Michel Pradet aux éditions de l'INSEP, qui était bien adapté, facile de compréhension, avec des exemples. Les exemples étaient, la plupart du temps, étaient plausibles. On a essayé les séances. Il y a juste quelques séances sur le travail lactique qui était quand même très très chaud, parce que c'était possible pour des athlètes. Et non pas pour des sportifs d'autres disciplines. C'est-à-dire que nous, évidemment, quand on l'a fait, on a une dépense énergétique de course qui va être beaucoup plus élevée. Hein. Parce qu'on va partir un petit peu dans tous les sens, que l'athlète lui, va être toujours bien propre sur sa foulée, aussi bien en bas qu'au niveau de la coordination en haut. Mais bon, ce livre-là, c'est une des grosses bases. Après, pour en revenir, on a toujours les deux ouvrages d'Emmanuel Lejar, pareil, qui sont introuvables aux éditions Amphora, qui, sur le papier, il faut savoir que les titres ont été changés. Hein. Quand on dit musculation pour tous, lui, ça le faisait bondir. Il disait, mais je voulais pas ce titre-là. Mais non, c'est pas pour tous, parce qu'il est quand même, il est pointu. C'est bien écrit, c'est pensé, il y a plein de données dedans. C'est vraiment deux ouvrages dont je ne sais plus lequel, il y en a un qui est encore un petit peu plus pointu. C'est du beau boulot. Donc là, voilà. Puis après, les anciens ouvrages sont bons. Hein. Un livre, gros fascicule de Weineck, Jürgen Weineck, il a été réédité. Et il y a plein de données qui sont toujours d'actualité. Le corps humain, il a pas changé. Hein. Des fois, c'est les exos qu'on retrouve dedans. On dit, tiens, c'est du 1975. Oui, mais tiens, on est en 2025, c'est les mêmes exos. Hein. On n'a rien changé. Après, ce qu'on va changer, c'est peut-être plus sur la planification, mais autrement, non, ça c'est de l'ouvrage de référence. Et après, sur la musculation en elle-même, on ne va pas dénigrer le premier tome de Gilles Cometti sur les méthodes de musculation, où il y a eu vraiment de la recherche sur tout ce qui se faisait à l'époque en muscule. Après les ouvrages, on doit avoir les ouvrages de Charles Poliquin qui sont relativement intéressants. Maintenant, il y a le Christian Thibaudeau aussi, qui a repris le flambeau un peu. Qui reprennent. C'est pareil, c'est des courants qui sont un petit peu différents. Vu que c'est pas les mêmes continents, mais intéressant. C'est des anciens, mais franchement, ça tient la route. Ça tient la route. Super. Je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, écoute, moi, franchement, t'as vu, j'ai pas la parole facile, je l'ai pris sur moi. Je me suis régalé avec toi. J'espère que ça va intéresser du monde. C'est une expérience, c'est toute une vie de passion. Une vie de passion, parce que bon, quand tu es formateur pendant 35 ans, j'ai vu un petit peu toutes les facettes. Donc, j'ai été enseignant de PS, j'ai eu la chance d'enseigner sur, comme j'ai dit, sur du collège, du lycée, et sur du LEP aussi, où c'était pas facile d'amener le PS. Plus derrière, d'entraîner du sportif de haut niveau, mais en même temps de former des personnes qui voulaient en faire aussi leur passion, aussi bien du côté de la muscule, du fitness, que de la prépa physique. Mais bon, je regrette que le ministère sur les diplômes n'a pas forcément été au niveau. Vraiment au niveau. Il faut savoir que j'ai été aussi dans pas mal de commissions avant
avant que les diplômes sortent, donc le fameux BPA G2F, ça restera un grand moment pour moi du musical, hein. Comme ça que j'ai connu mon ami Marc Gouillot, hein. C'est qu'on s'est retrouvés, on était 40 au fin fond, là, au Krebs d'Oulgat. Sur les 40, pour mettre ce BPA G2F, on devait être 4 pratiquants, 36 que j'appelle technocrates du ministère, qui essayaient de concevoir un diplôme de niveau 4 avec rien que des appellations et des mots où des fois tu étais obligé d'aller les chercher dans le dictionnaire. On disait si dans le dictionnaire, on est obligé d'aller chercher dans le dictionnaire, est-ce que vous pensez que la personne qui vient d'un niveau 4 va être capable de le comprendre? Est-ce que ceci va être possible sur le terrain? Rien. Donc pour moi, ça s'est résumé. L'État, faut le dire, m'a payé 3 jours et demi de vacances, hein. Je suis parti au bout d'une demi-journée. J'ai dit, bon, si c'est comme ceci, moi, ce que j'essaye d'amener mon expérience de terrain, vous en voulez pas, je vais aller m'entraîner. 2 heures après, j'ai vu mon ami Marc Gouillot qui franchissait la porte de la salle de musculation qui dit, je crois que je vais faire comme toi. Non. Et c'est comme ça qu'on a sympathisé et qu'on les a laissés, traiter tout ce domaine où il y avait 10 unités. Il y avait, franchement, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire là? Voilà. Et là, tu passais des heures et des heures. Donc là, c'était en présentiel. Maintenant, ils arrivent à le faire maintenant en visio. Voilà, c'était la petite touche où si un jour le ministère arrive à se pencher sur ce fameux diplôme de prépa physique, on a essayé une époque avec Olivier Morelli, Fred Rouallen, il y avait Christophe Keller, Anne-Laure Morigny. Voilà, on a essayé de monter, on appelle un syndicat. On a monté ce syndicat quand on ne sait pas trop où on voulait aller parce que ça arrivait partout. Tout le monde voulait amener une petite touche, mais tout le monde voulait tirer évidemment la couverture vers soi. Le ministère n'a pas suivi. On n'a jamais pu développer ce qu'on voulait développer. Donc après, c'est parti dans les oubliettes. Et après, voilà. Donc, on n'a pas insisté. Je rappelle que j'ai la parole facile d'un vendeur de chez Darty, mais ça va, c'est simplement que la parole, hein. En commercial, je suis vraiment pas bon. Merci encore, Julien, je me suis régalé. Merci à toi, Bruno. Ça y est, l'épisode est terminé et c'est ainsi que se clôture la saison 4 de Secret d'entraîneur. Dans quelques semaines, la toute nouvelle saison ainsi qu'une nouvelle DA va apparaître et j'espère que ça te plaira. À très vite.